voilà, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Beaucoup de choses ce soir. François-Xavier Bellamy, tête de liste donc aux européennes du parti Les Républicains. Et les scores sont meilleurs depuis qu'il est là. Hein. Ils sont passés quand même de 8% à 14%. On ne peut pas en dire autant d'autres. Ah oui, de qui? Non, j'ai pas compris. T'as compris, toi? Face à lui, le plus punchy des députés de La République En Marche, Bruno Bonnell. Voilà. Européenne, Macron ou le chaos, ce sera notre battle ce soir. Puis j'accueillerai le power couple le plus improbable du moment, Geneviève de Fontenay et Laurent Baffy. Et je peux vous dire un truc, Geneviève l'a promis, elle va cracher son venin. Ça va être horrible, ça va être horrible. Voilà. Voilà, et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Alors, Gilles William, qui remporte le prix Goldnadel cette semaine? Le prix bisounours de cette semaine est décerné collectivement à messieurs Bedos Guy, Solers Philippe et Lévy Henri Bernard. Non, et Lévy Bernard Henri. Non, c'est à l'envers, je lis de gauche à droite. Ah d'accord. Lévy Henri Bernard. D'accord, donc ça se lit de gauche à droite. Vous avez compris. D'accord. Pour avoir usé de leur influence pour prolonger très inutilement la cavale du terroriste d'extrême gauche Cesare Battisti. Vous ne savez que trop, Thierry, que M. Battisti est un assassin qui a tué de sang-froid, pour des raisons purement idéologiques, 4 pauvres Italiens et qui se retrouve enfin dans les geôles italiennes et qui vient de passer aux aveux. Mais pour la gauche chic de Paris, M. Battisti ne pouvait qu'extrêmement innocent puisqu'il est d'extrême gauche et artiste. Pendant des années, des types, dont celui qui a l'honneur de parler devant vous ce soir, ont hurlé dans le désert. Il est condamné par la justice italienne. Et il passait pour des bourrins, pendant que des esprits plus esthétiques et autrement aériens passaient pour des gens bien. Il suffisait pourtant d'écouter la gauche italienne qui vitupérait l'insoutenable légèreté de la gauche chic de Paris. Je revois encore M. Bernard-Henri Lévy adresser une épistole joliment tournée au président Lula pour lui recommander « Il signore Battisti ». Je revois Philippe Solers parrainer Monsieur Battisti. Je revois Guy Bedos nous donner des leçons de maintien. Alors que cette semaine, j'ai lu dans la Stampa, je constatais que M. Battisti reconnaissait qu'il n'avait subi aucune injustice et qu'il s'était moqué de ses influents protecteurs. Je suggérerais donc à messieurs Solers, Lévy et Bedos d'envoyer une lettre joliment tournée au fils du boulanger assassiné qui attend depuis des décennies que justice lui soit rendue. Ce serait chic de Paris. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des toufous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Et maintenant, j'accueille la tête de liste du parti Les Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy. Ça va? Très bien passé l'escalier.
C'est un test difficile. Oui, bah, quand on se présente aux élections, il faut apprendre à descendre les escaliers. Le temps de l'escalier, vous étiez en marche. Waouh! Alors, merci d'être avec nous. Donc, comme tous les invités, vous avez un slogan. Votre slogan, c'est « La nouvelle star de la droite catho ». Pourquoi la nouvelle star de la droite catho? Parce que vous êtes la nouvelle star de la droite catho. Au fond, c'est pas ma personne qui compte, parce que je crois qu'on a tout à perdre dans la communautarisation du débat public. Vous avez aussi un sampleur. Allez. C'est pas mal. Je prends. Alors, François-Xavier Bellamy, cette semaine, vous faites la une du Point. À 33 ans, vous êtes tête de liste républicain aux élections européennes. Mais qui êtes-vous vraiment, Magnéto Serge? Je ne nie pas qui je suis et je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. J'appartiens à une génération qui ne se reconnaît plus aujourd'hui dans la vie politique telle qu'elle se pratique en France. L'erreur du moment, c'est de croire que tout changement est un progrès, que par conséquent, il faut changer pour changer. Aujourd'hui, le choix n'est pas entre le fait d'être pour ou contre l'Europe. Le vrai choix, c'est la question de savoir quelle Europe nous voulons construire. Nous allons faire un très beau score à cette élection. Et ce que je crois aussi, c'est que ce qui compte le plus, c'est d'abord de définir notre projet, parce que c'est ça que les Français attendent, plus qu'une question de casting, au fond. Alors, est-ce que vous estimez que Laurent Wauquiez vous a fait un beau cadeau en vous donnant la tête de liste? Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? En tous les cas, c'est une sacrée responsabilité qui m'a été confiée. Et j'ai conscience de l'importance de cette mission parce que beaucoup de Français, beaucoup de jeunes en particulier, ne croient plus à la politique. Et donc, il faut qu'on arrive à susciter de nouveau la confiance. Et c'est le cas en particulier de la famille politique que je suis chargé de représenter dans cette élection. Mais ça marche pas mal parce que vous êtes à 14%, donc c'est plutôt bien. L'AREM est à 23-24, le RN à 20-21. Le plus important est devant nous. Et surtout, le plus important, c'est de pouvoir éviter ce que j'ai toujours craint, au fond, pour moi. La démocratie, c'est le pluralisme. C'est-à-dire que devant des questions compliquées, et la question de l'avenir de l'Europe est une question compliquée, il faut qu'on puisse parler ensemble et partager des visions divergentes qui ont leur légitimité pour que les gens puissent faire un vrai choix. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est de tomber dans une forme de confrontation entre populisme et progressisme qui, à mon avis, ne ressemble pas du tout à ce à quoi les Français aspirent vraiment. Alors, une question, je sais que vous ne voulez pas être ramené à votre religion, et c'est normal, mais quand même, que pensez-vous du rôle de l'Église dans la société actuelle en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle surtout de Barbarin, et l'Église n'a pas voix au chapitre. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le début de cette campagne, c'est de voir à quel point, vous le disiez, j'ai été sans cesse ramené au fait que je sois catholique. Je suis catholique, je l'assume parfaitement. Il y a pire, moi aussi je suis catholique, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, non. Et je crois que ça ne devrait pas poser problème. Je vois à quel point j'ai été perpétuellement ramené à cette dimension, comme si au fond je ne pouvais être engagé qu'au nom d'une communauté particulière. Au point qu'on a même pu dire, une ministre a dit de moi que je n'étais pas républicain, ce qui est totalement inouï. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on ne s'engage pas pour la société tout entière. Et quelles que soient nos convictions, nos sensibilités, nous devons nous engager dans le débat public sur le terrain de la raison. Je suis professeur de philosophie, et pour moi c'est aussi le cas en philosophie. C'est la raison qui doit s'exprimer pour permettre que nous puissions dialoguer ensemble, non pas pour faire prévaloir les intérêts de telle ou telle communauté, mais pour tenter de chercher ensemble le bien commun et de chercher ensemble ce qui est vrai et ce qui est juste pour l'avenir de notre société. Je suis assez stupéfait par votre parcours, parce que jusqu'à présent, on peut dire que c'est vraiment absolument sans faute. Je ne vais pas vous ramener à votre condition de catholique, mais c'est vraiment une question de fond que tout le monde se pose. Si ça marche bien pour vous, et ça marche, chapeau. Si ça marche bien pour vous, c'est parce que d'une certaine manière, vous surfez sans le dire aussi sur l'inquiétude par rapport à l'islam, je dirais plutôt d'ailleurs l'islamisme. Mais si les églises sont vides d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas la faute de l'islam. Vous voyez très bien. D'abord, je ne surfe pas sur l'inquiétude des Français sur l'islamisme. Cette inquiétude, elle est réelle. Je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut parler de cette fracturation de la société. Jérôme Fourquet a publié un livre passionnant qui s'appelle « La France archipel » sur le fait que nous sommes en train de devenir une juxtaposition de communautés. C'est Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, quittant son ministère, qui nous dit « Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Demain, le risque est que nous soyons face à face. » Le sujet pour moi, c'est de savoir comment on va réussir à refaire société ensemble. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas attendre d'une foi particulière
qu'elle puisse nous permettre de recréer du lien. En revanche, on a besoin de retrouver le sens de notre identité. Et cette identité, pour le coup, c'est vrai, elle a une matrice. Et même quand on ne croit pas en Dieu, au fond, ce qui nous a formés, ce qui a fait notre vision du monde est profondément issu d'une tradition, d'une histoire, d'un héritage. Cet héritage, il est pluriel. Et au fond, c'est toute la grande histoire de l'Europe qui se joue là. C'est l'histoire de ce petit miracle incroyable qui naît avec la rationalité grecque au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans les cités qui se forment, la naissance de la démocratie, c'est la loi romaine. Et c'est bien sûr aussi, évidemment, la tradition judéo-chrétienne. Tout ce que le christianisme a apporté à notre société, pour le coup, reste un référentiel commun. Nous sommes, et je crois que c'est une catastrophe que nous ne sachions pas le dire, y compris à tant de jeunes qui grandissent dans notre pays. Je l'ai vécu comme enseignant, j'ai commencé comme beaucoup de jeunes collègues dans des quartiers difficiles où grandissent beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration. Et je crois que les grandes difficultés de notre pays ne viennent pas d'abord de ces jeunes, mais du fait que nous n'avons pas su proposer à ces jeunes quelque chose qu'ils pourraient rejoindre, quelque chose à quoi participer, donner quelque chose à aimer, donner la France à aimer, donner l'Europe aussi, bien sûr, en héritage, cette histoire européenne dont on vient de parler. C'est ce dont nous avons besoin. Et nous vivons malheureusement dans un pays où le président de la République nous a expliqué pendant sa campagne qu'il n'y avait pas de culture française, parce que nous sommes dans une forme de déni de réalité, une forme de Xavier, on est dans un pays où Nathalie Loiseau, tête de liste, La République En Marche, aux élections européennes, nous explique que le voile islamique, c'est un peu comme celui de Mère Teresa. Donc, si vous voulez, il y a du boulot, hein. C'est ce relativisme-là, au fond, qui fait que nous ne savons pas qui nous sommes, que nous ne savons plus où nous habitons d'une certaine manière. Et comment veut-on que des jeunes s'intègrent dans notre pays quand nous ne savons pas leur dire ce qu'ils peuvent rejoindre? Natacha. Vous nous parlez du sens, vous faites référence à notre mémoire collective et c'est formidable. Mais pour l'instant, vous êtes candidat à des élections européennes pour un parti qui est l'héritier de l'UMP, qui est un parti qui d'abord a été porté par Nicolas Sarkozy, celui qui a trahi le vote des Français de 2005 en faisant revoter le traité de Lisbonne, qui ensuite s'est couché devant Angela Merkel. Comment vous pouvez, vous, donner foi en la politique avec cet héritage? Ça doit être quand même très, très, très dur, non? D'abord, merci pour la franchise de votre question. C'est important qu'on mette les choses sur la table. Ce qui est clair, c'est que je ne me suis pas engagé dans cette famille politique pour dire que tout allait bien et que tout avait toujours été bien, que tout avait toujours été réussi. Vous ne me ferez pas dire non plus que tout a échoué et que tout a été manqué. Et je crois qu'on ne peut pas regarder le monde avec un œil manichéen qui ferait qu'il y a d'un côté ceux qui ont tout raté, de l'autre côté ceux qui ont tout réussi. On le voit d'ailleurs dans la vie de notre pays, les alternances successives ont fait que... On n'a pas encore trouvé ceux qui ont tout réussi. Exactement. Ce sera certainement difficile. Peut-être même qu'au fond, on va se confronter à de très grands obstacles, mais je ne vois pas quel est notre avenir en dehors de l'exercice politique. D'accord. La politique a beaucoup déçu, elle a beaucoup irrité, elle a beaucoup éloigné les Français, mais quelle est l'alternative? La famille politique que je représente, les Républicains, elle est engagée derrière un projet. On est d'ailleurs la seule famille politique aujourd'hui, je crois, à avoir présenté un projet complet, clair, avec 75 mesures. Ça a le mérite de la clarté, de la transparence, c'est du concret. Et donc cette famille politique, elle n'a pas de double discours. Et tous ceux qui s'engagent sur cette liste, ils parlent d'une seule voix pour l'avenir de l'Europe. Tout le monde sait qu'il faut qu'on arrive à se protéger parce que la mondialisation débridée à laquelle nous assistons crée une dévastation sociale, une catastrophe climatique et que donc notre responsabilité absolue devant l'histoire, c'est de faire de l'Europe le lieu où un nouvel équilibre sera trouvé pour la mondialisation. Bien. On se retrouve après la pub avec les unes de la semaine et François-Xavier Bellamy. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des Terriens du dimanche en compagnie des 6 mercenaires et de la tête de liste du parti Les Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy. Et maintenant, c'est l'heure des unes de la semaine. Donc maintenant, les mercenaires vont vous proposer des unes. Ça commence avec toi, Franz. Toi, tu as 55 secondes. La semaine dernière, tu as débordé. Voilà. Alors après des mois d'enquête, le juge américain Robert Mueller n'a pas trouvé de preuve de collusion entre Moscou et Donald Trump durant les élections présidentielles américaines de 2016. Trump disculpé, la presse humiliée. C'est votre une, France. Ah oui. Vous avez 55 secondes, top chrono. Alors, c'est une histoire de fou
qui résume très bien notre époque de rumeurs bidons et de fake news. Alors aux États-Unis, donc le procureur spécial Robert Mueller, il a pendant 2 ans enquêté sur Trump, dont les démocrates et puis la plupart des grands médias internationaux nous disaient qu'il s'était fait élire à la présidence des États-Unis grâce à Poutine. Alors, en somme, Trump était un agent russe, ou bien, et on disait ça dans des journaux très sérieux, ou bien une sorte de valet de Poutine. Alors, après avoir interrogé 500 témoins, Robert Mueller a conclu que Trump, en tout cas sur le dossier russe de collusion, était aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. Oh. Et ben oui. Et qu'est-ce qu'ont fait les médias internationaux? Alors, silence radio à peu près dans tous les grands médias. Les médias américains, quand même, il faut le dire, ils ont tous fait amende honorable avec des titres sur 6 colonnes. Pas de collusion entre Trump et la Russie. Voilà. C'est pas en France que ça arriverait, ça. Tu as 13 secondes de moins la semaine prochaine. Je suis pas trumpiste, hein. Ouais. Mais c'est honteux. La presse s'est comportée de manière honteuse. Disculpé, oui. Et la presse, globalement, la presse française, la presse américaine, partout. Vous l'avez vécu comment, le Trump bashing? Ce qui est sûr, c'est que le style de Trump... Ah oui, mais il est horrible, bien sûr. Oui, j'ai du mal à m'y reconnaître, mais en même temps, je crois que quand on passe son temps à critiquer ce qui se passe dans d'autres pays, on devrait commencer par balayer devant sa propre porte. Ouais. Et la France a une sorte de manie de donner des leçons au monde entier, y compris sur des choses auxquelles nous ne connaissons pas beaucoup le fond des sujets. Et je crois qu'on ferait mieux de regarder la qualité de la santé démocratique de notre propre pays. Mais vous avez... Pardon. Le sujet, en vérité, le sujet, c'est la présomption de culpabilité pour cause de sale gueule. Pendant 2 ans. Oui. Voilà. On passe à la une de Raquel. Alors, Raquel, vous avez 1 minute 30, donc c'est pas de la rigolade. Comment ça se fait, ça? Eh ben, c'est Geneviève. J'ai gagné la semaine dernière. On est sur Geneviève. Oui, il a gagné. On est sur Geneviève Leguet, 73 ans, qui a été gravement blessée par les forces de l'ordre après avoir manifesté avec les Gilets jaunes à Nice. On l'écoute avant le drame. On voit plusieurs policiers qui passent avec des mégaphones. On imagine qu'ils vont les utiliser bientôt pour vous sommer de quitter les lieux. Est-ce que si vous le dites... On sera plus fort qu'eux. On l'a déjà fait tout à l'heure. Tout à l'heure, il nous a dit de dégager. On a tellement chanté fort qu'on n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Vous n'avez pas cette place, même si on vous le demande. Ben écoutez, on la quittera quand on voudra. Vous n'avez pas peur, madame? J'ai pas peur, non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver? 50 ans de... Moi, je me bats pour mes petits-enfants, 50 ans que je suis sur le terrain. Donc, voir ce que je vois aujourd'hui, c'est à pleurer, quoi, à pleurer. Voilà. Geneviève Leguet, la blessée qui dérange. C'est à vous, Raquel, vous avez 1 minute 30 secondes. Top chrono. Geneviève Leguet est encore à l'hôpital. On a encore des blessés. Rappelez-vous, quand on avait invité Jean-Marc ici avec son œil, on pensait à ce moment-là que peut-être ça s'arrêterait. Ouais. Et non, ça continue. Ouais. Avec une attitude de la part du pouvoir qui est, à mon sens, absolument absurde. Parce que le président de la République a dit très rapidement, a fait une déclaration très rapidement après la blessure de Geneviève pour dire les policiers l'ont pas touché, les policiers l'ont pas touché. Mais là, je ne comprends pas bien ça, parce que quand on interdit une zone, c'est bien que ça va provoquer une dispersion de la zone si les gens y sont. S'il y a dispersion, il y a charge. S'il y a charge, il y a risque de blessure. Donc, quel est l'intérêt de la part du président de dire non, mais personne n'a été touché, personne n'a été touché? Bah, évidemment, quand on charge, il peut y avoir des gens touchés, sauf à ce qu'on m'explique que les CRS, en vérité, ont soigneusement fait attention de ne pas blesser les petites dames qui étaient devant eux. Tout ça est absurde et montre à quel point on confine là à quelque chose qui devient insupportable pour la société tout entière. C'est-à-dire qu'on génère ex nihilo, en fait, des situations de violence parce que les consignes qui sont données sont absolument décalés par rapport à la réponse politique qu'il faut amener à la situation politique telle qu'elle est présentée et revendiquée par les Gilets jaunes. Voilà. Alors, quand on rajoute à ça... 0, c'est fini. Ah, ben voilà. Tu rajouteras rien du tout. Très bien. Alors, Pierre, il n'y a pas eu le moindre témoignage de solidarité, d'empathie du président de la République pour cette personne-là qui se retrouve bousculée, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais qui est dans un état assez grave. Les images de CNews sont très claires. Elle a été poussée, c'est très clair. Avant de donner l'impression de faire une leçon de elle n'avait pas qu'à agir comme ça, elle se retrouve à manifester, en gros c'est de sa faute, quoi. Oui, elle devrait faire preuve de plus de sagesse. Je garderai mon anti-macronisme pour d'autres raisons. Monia. Après, il y a une autre question, aucun lien, mais est-ce que l'agression de Madame Leguet peut être
considéré comme un acte homophobe. Ah, le gay voilà. Ah, bien vu. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça vous a choqué, ça? Dire elle avait qu'à pas être là. Comme Pierre, j'ai trouvé que le fait de donner des leçons de sagesse à une personne qui est sur son lit d'hôpital, c'est peut-être un peu déplacé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fond, ce qu'on voit dans cet épisode, qui est d'une infinie tristesse, tous les blessés, les morts même qui ont eu lieu à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est en fait la liberté de manifester, elle suppose le respect de l'ordre public. Et quand l'État est faible, quand l'ordre se désagrège, c'est pas pour plus de liberté, c'est pour moins de liberté. Et donc il faut aussi que tous ceux qui veulent dire leur révolte d'une manière ou d'une autre le fassent dans les conditions qui sont prévues par notre démocratie. Vous savez, pour moi, c'est comme la grève au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, vous savez très bien, ils mettent des brassards. C'est pas bien. Pour moi, quand on fait une grève, on doit emmerder les patrons beaucoup plus que ça. Et quand on fait une manif, on doit emmerder le gouvernement beaucoup plus qu'être gentil. Il faut que ça déborde un peu. Si ça déborde pas, ils ne comprennent pas. Alors avec les risques inhérents de l'exercice. Bien entendu. Thierry, si je peux me permettre, c'est très important ce que vous venez de dire. C'est au fond le sentiment qu'on a donné aux Français que si vous ne cassez pas tout, vous n'êtes jamais écouté. Mais ça, c'est très grave. Oui, c'est grave. C'est comme ça. Ça, c'est le délitement de la démocratie. Oui, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Il est très bien, ce petit. Gilles William Golnadel, donc en Italie, 51 collégiens ont été pris en otage par le chauffeur d'un bus qui a fini par l'incendier. Les enfants ont été sauvés de justesse. Vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé de cette histoire? Votre une, c'est la une qui aurait dû faire la une. C'est votre une. Vous avez 1 minute et 8 secondes. Écoutez, cette une, ça devrait être effectivement la une mondiale. Ouais. Voilà un scénario digne des films d'épouvante hollywoodiens, sauf que c'est la réalité. Un chauffeur d'origine sénégalaise détourne son propre car scolaire près de Milan et indique aux écoliers apeurés qu'il va les faire brûler pour protester contre la politique migratoire. Il fout de l'essence dans le car, il ligote les enseignants et in extremis, les carabiniers arrivent à sauver les mômes en cassant les vitres. Le bus, dans sa dernière embardée, finit en brasier avec des brûlés. Mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait été la situation inverse où un chauffeur occidental aurait pris en otage des enfants migrants en menaçant de les brûler. Donc j'appelle ça l'occultation de l'information pour des raisons purement idéologiques. Là, vous avez encore 10 secondes de plus la semaine prochaine. Ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement, finalement. Non, mais je vais les prendre les 10 secondes. Je vais les prendre les 10 secondes pour mettre un peu plus de nuances dans ce que tu dis. Il ne faut quand même pas oublier que la personne qui a donné l'alerte, c'est un garçon de 13 ans qui s'appelle Rami Sheata, qui est d'origine égyptienne, qui a pu donner l'alerte parce qu'il avait un portable sur lui et qu'il a parlé en arabe, donc personne n'a compris. Il a donné l'alerte pour prévenir son père et c'est grâce à lui que ses enfants ont été sauvés. Et en plus de ça, Salvini a considéré ce garçon, le voilà, comme un héros et grâce à son acte... On n'excuse pas le type qui les a pris en otage. Non, mais ce que je veux dire, c'est mettre en quoi ça invalide l'occultation des faits? On aurait pu très bien parler de ce garçon en héros. Je suis désolé, tu apportes de l'eau à mon moulin. Ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a parlé ni de l'un ni de l'autre. Bien sûr, il y a une occultation totale pour des raisons idéologiques, c'est clair. On est en train de parler d'un acte qui est fait, qui est accompli pour apporter un message politique autour de la politique migratoire de l'Italie. C'est autour de ça que ça se joue. Et là, du coup, la politique italienne étant ce qu'elle est, les médias n'ont pas parlé de cela parce qu'ils avaient peur que ça apporte de l'eau au moulin d'un gouvernement qui est celui de Salvini, qui n'est pas recommandable. Comme pendant des décennies, on a entendu dans la presse française, ça fait le jeu du Front National, donc on n'en parle pas. Est-ce que vous avez ce sentiment que la presse raconte que ce qu'elle veut, et souvent par idéologie, plus que par souci de la vérité? Deux choses. D'abord, le débat auquel on vient d'assister, au fond, il est fort, et en même temps, il est incroyablement triste, parce qu'on voit qu'on est au cœur de cette concurrence des identités où chacun estime qu'il est maltraité d'une manière ou d'une autre par la façon dont les médias suivent l'actualité. Ce qui est vrai, et c'est la deuxième chose, c'est que moi je crois au fond, c'est pas seulement qu'on n'a pas assez parlé de cette affaire, c'est que dans les affaires inverses, on va toujours chercher à monter les choses en épingle jusqu'à ce qu'on ait pu prouver la culpabilité de celui qui, par principe, est suspecté d'être raciste, suspecté d'être xénophobe. Je pense à la tuerie de Christchurch qui a eu lieu
il y a quelques jours, évidemment, un acte épouvantable. Et je rencontrais un journaliste qui me dit, voilà, cet homme qui a commis cet acte en Nouvelle-Zélande s'est inspiré de la question du grand remplacement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de l'islamophobie de la France ? Et je trouve ça incroyable au fond qu'on aille chercher dans le geste de ce fou furieux qui a été tué des innocents dans une mosquée, la preuve que par principe, nous sommes en France islamophobes. Et au fond, c'est de ça qu'il s'agit. On fait dans la généralisation. Cette généralisation, elle est scandaleuse. On est capable de dire pas d'amalgame, mais il faut savoir le dire quand l'acte d'un fou furieux, c'est le cas dans cette histoire, est évidemment scandaleux. On le dit, pas d'amalgame, il faut savoir le dire aussi dans le sens inverse. Pour Christchurch, ce qui est attesté, c'est que le criminel faisait référence à la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, et ce qui prouve, enfin, en tout cas, ce qui est quand même fou, sans dire que la France est anti-musulmane ou quoi que ce soit, je ne pense pas ça. Mais... Ce qui est fou, néanmoins, c'est que c'est lors d'un voyage en France qu'il a été en contact avec ces idées-là, ce qui fait qu'en fait, il y a une radicalisation qui s'est faite en France. En fait, on est devenu, comme dit l'humoriste Haroun, on est devenu la Syrie de l'extrême droite. Ce que vous dites est incroyable. Si c'était le cas, alors quand on a eu des attentats en France, on aurait eu des meurtres de masse de musulmans innocents. Ça ne s'est pas produit. La France est quand même un pays suffisamment pacifique pour pouvoir vivre ces l'égorgement d'un prêtre, l'égorgement d'un prêtre, sans que jamais on ait eu affaire au même type de représailles. Merci. C'était les unes de la semaine. Rendez-vous après la pub avec François Xavier Bellamy dans Les Terriens du dimanche. Go down. Bonsoir les Terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion ce soir. Dans Les Terriens du dimanche, il est tête de liste du parti Les Républicains aux élections européennes, François Xavier Bellamy. Face à lui, le plus punchy des députés de La République En Marche, Bruno Bonnell. Européenne, Macron ou le chaos, c'est la bataille de la semaine. À 71 ans, alors qu'elle a travaillé toute sa vie, Marie est obligée de dormir dans sa voiture. Pierre Licia, notre reporter, l'a rencontré. Puis j'accueillerai le power couple le plus improbable du moment, Geneviève de Fontenay et Laurent Baffy. Et aussi, bien sûr, les Terriens de Tanguy Pastureau. Avec les 6 mercenaires, la grande rousse avec une veste grise, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards, Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, notre reporter Pierre Licia. Et notre invité, la tête de liste du Parti Les Républicains aux élections européennes, François Xavier Bellamy. Votre slogan, on va pas repartir là-dessus, la nouvelle star de la droite catho. Mais vous avez aussi un sampleur. C'est très Versailles. Ah oui, ça je sais, merci. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Voilà, la battle de la semaine, c'est européenne. Macron ou le chaos avec Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, bonsoir. Alors, vous êtes député La République En Marche de la 6e circonscription du Rhône. Villeurbanne. Bienvenue parmi nous. Pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnétosphère.
Ça y est, maintenant que Nathalie Loiseau est tête de liste pour La République En Marche... Bonjour à toutes et à tous. Tous les candidats sont dans les starting blocks pour les européennes. Ils sont une quinzaine de concurrents sur la ligne de départ, mais selon les sondages, la victoire devrait se jouer entre les deux seules équipes qui dépassent les 20% d'intention de vote, celle du Rassemblement National et celle de La République En Marche. Les autres concurrents sont déjà largués. La gauche se traîne en fin de peloton puisqu'aucun de ses champions ne dépasse les 10%. Seul François-Xavier Bellamy parvient à maintenir la tête hors de l'eau avec 13,5% d'intention de vote. Il aimerait s'imposer dans le débat, que Marine Le Pen ne le calcule même pas, car pour elle, l'enjeu est ailleurs. Pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron. Ça tombe bien, dans le camp de Macron, on est tout aussi décidé à réduire les élections européennes au fameux duel entre progressistes et nationalistes. Les deux favoris sont d'accord pour simplifier le débat. En gros, pour l'Europe, votez Macron, contre l'Europe, votez Le Pen. Évidemment, ça arrange les médias, parce que les grands débats de fond sur les mécanismes institutionnels de l'Union, rien que de dire la phrase, ça plombe l'audience. Finalement, ce qui illustre le mieux la complexité de la situation, c'est l'actualité. Par exemple, en 2016, Marine Le Pen s'était enthousiasmée pour le Brexit. Le peuple britannique a donc apporté aux peuples européens, mais aussi aux peuples du monde entier, une éclatante leçon de démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, le Brexit tourne à la catastrophe, au point qu'1 million de Britanniques ont défilé à Londres pour rester dans l'Union. Comme quoi, l'Europe a peut-être aussi du bon. De son côté, Macron prétend cette semaine que l'Europe doit savoir tenir tête à la Chine. Sur la relation entre l'Union européenne et la Chine, je dois le dire très clairement, le temps de la naïveté européenne est révolu. Sauf qu'en février, la Commission européenne a mis son veto à la fusion Alstom-Siemens, dont le but était justement de créer un géant européen face aux Chinois. Pour Macron, l'Europe n'a que des qualités. Pour Le Pen, elle n'a que des défauts. Pour sortir de ce duel simpliste, il faudrait donc qu'un outsider cravache un peu pour tenter de se mêler à la lutte pour la victoire. Alors pourquoi pas Bellamy, le jockey de l'écurie Wauquiez? Oh, Bellamy, le jockey de l'écurie Wauquiez. C'était les Little Blacko, mise en image de Julien Grappe. Merci à tous les deux. Alors, on commence avec Macron. Est-il le seul recours face aux populistes? Y a-t-il pas d'autres solutions? Pour vous, oui, j'imagine. En tout cas, c'est une option claire. Depuis le début, En Marche, c'est l'Europe. L'Europe devant, l'Europe d'abord, et toute Europe. À partir de là, j'ai pas très compris encore très bien la position LR, mais je suis sûr que vous allez me l'expliquer. Eh bien, il va nous l'expliquer. Au fond, je crois que ce qui vient d'être montré par cet édito, c'est qu'effectivement, on a besoin d'offrir aux Français un vrai débat. Parce que l'Europe aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de la construire pour relever les défis de la mondialisation, mais nous savons aussi que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On l'a vu avec la question de la fusion Alstom-Siemens. La question, c'est du coup de savoir comment on fait pour réorienter l'Europe. Et je ne crois pas que le débat puisse se faire entre ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre l'Europe. La question, c'est de savoir quelle Europe nous voulons construire. Et moi, ma crainte, c'est que dans ce débat, au fond, on mette un cran de plus dans le désespoir politique des Français qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas de débat entre populistes et progressistes, entre les dits populistes et les dits progressistes. Il y a une forme de combat et on l'a vu d'ailleurs dans cet édito, chacun s'accorde à considérer que son seul objectif c'est de battre l'autre. Eh bien nous, notre objectif, il est très simple, il est très clair, c'est de résoudre les problèmes des Français, c'est de résoudre l'impuissance de l'Europe qui aujourd'hui constitue l'occasion de cette défiance qui monte partout. Et c'est ça qu'on va travailler à proposer aux Français pour qu'ils aient un vrai choix à l'occasion de cette élection. Ce que vous appelez l'impuissance de l'Europe, est-ce que c'est pas l'impuissance de la France? Parce qu'on a vu que la fille qui va succéder à Merkel, elle rigole pas. Elle veut une place au Conseil de sécurité et elle veut que la France soit dans les 3% et qu'on ferme notre gueule. Donc, est-ce que finalement le problème n'est pas là? Le problème, il est dans le fait que la France n'est pas crédible aujourd'hui, n'est plus crédible pour parler en Europe. Et pourquoi? Parce que nous sommes l'un des seuls pays d'Europe à ne pas avoir fait les réformes importantes dont nous avons besoin pour retrouver notre compétitivité, pour arrêter d'asphyxier notre économie et pour pouvoir aussi tenir nos engagements européens. Et résultat, quand on écrit, comme le président de la République, une lettre à tous les Européens en leur disant on pourrait faire un peu de convergence sociale et fiscale, le problème, c'est que quand vous êtes le pays au monde qui fait le plus de prélèvements obligatoires, que vous êtes le pays en Europe qui a le plus grand déficit public, et qu'en plus vous avez une crise sociale sans précédent avec les gilets jaunes qui traversent notre pays, vous êtes le cancre de la classe et vous écrivez à tous vos petits camarades en disant vous voudriez pas me ressembler un peu, on comprend qu'ils n'en aient pas très envie. Et ben voilà. Bah écoutez, là, c'est la première fois que vous me décevez. Il est bon, lui. Je croirais entendre les bébés Wauquiez qui m'expliquent que la crise pire. Vous êtes en train de me raconter ce que le RN dit, à savoir que c'est le sujet de la France qu'on emmène en Europe. Pas du tout.
Moi, je vous pose la question. Vous voulez quelle Europe? On ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, on les ferme, on limite. Quel projet énergétique? Quelle Europe? Alors qu'on revient toujours à ce débat, oui, mais on est le cancre de la classe. La volonté est européenne. La transformation de la France, elle passe par l'Europe. Et on veut encourager les gens. Nous, on a une position très claire. On a voté des lois sur asile et immigration pour justement ce fameux contrôle que vous appelez de vos voeux. On a essayé et on tient les 2,5% de déficit où vous dites qu'on est le cancre de la classe. On avance dans ce programme. Et jamais vous nous entendrez parler, écoutez Madame Loiseau, de problèmes français dans la campagne européenne. La campagne s'appelle Renaissance, refondons l'Europe, faisons-la renaître, ça c'est important. Alors si je puis me permettre, il y a quand même une réalité qui est européenne, qui est que l'Europe c'est un dialogue entre des États qui avancent ensemble et pour que nous puissions faire valoir notre vision de l'Europe, il faut, oui c'est vrai, que nous puissions être crédibles en Europe. Et malheureusement, c'est pas seulement le cas, et là pour le coup je vais peut-être essayer de vous décevoir en bien, c'est pas seulement le cas de ce que M. Macron a fait, c'est au fond une longue histoire, l'histoire de beaucoup de renoncements qui font qu'aujourd'hui notre pays, il traverse une crise profonde. Ce que j'observe, c'est que malheureusement, les 2 dernières années, qui auraient pu être l'occasion de faire des choix importants pour remédier à cette crise, ne l'ont pas été. Mais ça, d'une certaine manière, ça n'est pas, je suis d'accord avec vous, le sujet de ce débat des Européennes. Maintenant, effectivement, parlons d'Europe. Ce que je disais à l'instant, ce n'est pas des éléments de langage. C'est ma conviction profonde de jeunes citoyens français qui a le sentiment que notre avenir consiste à gérer le déclin. Si nous ne voulons pas gérer le déclin, il faut qu'on puisse remédier à tous ces problèmes européens. Et la grande question qui se pose à nous maintenant, c'est effectivement quelle Europe nous voulons construire. Et il ne suffit pas de dire qu'on est pour l'Europe. Nous, M. Bonnel, vous savez, on a fait un projet pour l'élection européenne. On ne s'est pas contenté d'écrire un texte. Madame Loiseau nous dit aujourd'hui que ce texte, c'est le projet d'En Marche. Je crois que ce qui compte, c'est d'aller dans le détail des choses. On a fait 75 propositions, on va les défendre tout au long de cette campagne qui commence pour pouvoir justement offrir aux Français une Europe qui puisse remédier aux problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui sur les questions migratoires, sur les questions économiques et commerciales, sur les questions écologiques qui sont centrales, bien sûr. Sur tous ces sujets majeurs, il faut qu'on puisse travailler. Si vous permettez, vous savez, j'ai fait toute la campagne du président Macron et on nous disait à l'époque, vous n'avez pas de programme. Je vous rassure, nous avons un programme, il arrive. Mais ça, c'est pas le problème. Il se trouve que je suis ambassadeur pour La République En Marche de la campagne européenne, c'est-à-dire que j'ai été en République tchèque, la semaine dernière, j'étais en Slovaquie, lundi, j'étais en Hongrie, je pars en Lettonie, en Lituanie. Pourquoi faire? Pour rencontrer des jeunes Européens. Vous parlez au Progressif Slovenko, un parti qui est en train d'émerger en Slovaquie. Vous parlez à Momentum, un autre parti qui est en train d'émerger en Hongrie face à Orban. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent heureusement qu'il y a Macron. Heureusement qu'il y a un leader qui veut transformer l'Europe. C'est ça, ce signe faible que moi je trouve intéressant. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne que ce message, ce n'est plus la querelle des Gaulois, réfractaires d'ailleurs ou pas. Ce n'est plus une querelle de savoir si on a bien performé ou si on est un cancre. Je préfère être un cancre à la Prévert et rêver l'Europe que faire du José Maria de Heredia en disant la France universelle et éternelle. Trop cultivé pour la télé, mais intéressant. Gisbert. Alors bon, avec ton enthousiasme, Bruno, tu me convaincrais presque. Mais je me demande quand même si c'est pas le pire recours contre le populisme. Macron, je vais te dire pourquoi. Parce que quand bien même il aurait une bonne politique économique, et franchement celle qu'il mène n'est pas si mauvaise, mais il y a un problème de comportement. Est-ce que tu n'es pas d'accord là-dessus? C'est-à-dire, il y a un problème de comportement. Il donne le sentiment aux Français qu'il les méprise. Il y a un côté tête à claque, avec des phrases blessantes, sans arrêt, ça revient. Il ne peut pas s'empêcher. Est-ce que... Oui. Toi comme moi, on a eu 40 ans. À 40 ans, on est éternel. Longtemps, hein, ouais. Oui, moi aussi. Et à 40 ans, on est éternel. Et quand on est éternel, ben, on ose tout. Et c'est un courage, d'ailleurs, que je vous souhaite. Non, mais attendez, c'est hallucinant comme argument. Quand on a 40 ans, on est éternel. Non, il est président de la République, il a des responsabilités. On se fout de savoir s'il a un ego surdimensionné et qu'il se sent éternel. C'est pas le problème. La question... la personne n'est éternelle et il y a de temps en temps la nécessité de se souvenir qu'on est mortel et qu'on est surtout au service des citoyens. Donc, on ne sera pas d'accord pour une raison simple. C'est que depuis le début... Vous alternez les arguments contradictoires, vous nous expliquez c'est l'Europe, il faut la sauver, nous on est pour l'Europe, et 30 secondes après vous nous expliquez non mais c'est pas l'Europe en soi, il faut développer des arguments. On ne sait toujours pas quelle vision de l'Europe vous avez, on ne sait toujours pas comment vous comptez faire pour qu'Emmanuel Macron puisse peser en Europe alors que depuis 1 an et demi, il a essayé, et c'est formidable, il a essayé des choses, il a essayé de réviser la directive sur les travailleurs détachés, il n'a pas réussi. Il a essayé de peser sur la politique monétaire, il n'a pas réussi. À chaque fois, il s'est récolté un non des Allemands. Donc expliquez-nous que vous allez faire mieux après. On adorerait vous croire. Simplement, ça nécessite un rapport de force. Et le rapport de force, pour l'instant, il ne le met pas en place.
Bien dit. Les Allemands ont fait les réformes que nous n'avons pas encore. Oui, et puis il y a longtemps en plus. Pour revenir sur ce que disait Natacha, non seulement on ne sait pas ce que veut le président de la République et En Marche sur l'Europe, parce qu'en fait, il a installé ce débat entre moi ou le chaos. Il faut quand même se rappeler qu'en 2017, Emmanuel Macron a été élu sur cette idée, sur cette promesse de mettre fin au manichéisme entre la gauche et la droite, entre les gentils et les méchants, parce que lui-même considérait que c'était mortifère pour la démocratie. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Dans l'optique des européennes, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les gentils, les européistes convaincus, vous l'avez dit vous-même, En Marche, notre projet, c'est l'Europe. Vous n'avez pas dit quelle Europe, vous avez dit c'est l'Europe. Et le reste, c'est l'anti-Europe. Donc il y a d'un côté ces gentils, les libéraux, les démocrates, les progressistes, et puis de l'autre, les europhobes qui sont absolument infréquentables. Vous reproduisez, et en tout cas le président de la République, reproduit exactement ce pourquoi il s'est battu pendant la campagne présidentielle. Et malheureusement, c'est tout aussi mortifère en Europe qu'en France, et vous tuez tout débat démocratique. Et si la candidature de François-Xavier Bellamy semble émerger aujourd'hui, c'est parce que l'Europe, ça ne veut rien dire. Il y a peut-être 50 nuances d'Europe. Et c'est aussi ça le débat européen, d'accepter que ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous sur les questions européennes ne sont pas forcément contre l'Europe ou anti-Europe. Non mais attendez, j'ai jamais dit que c'est l'Europe. Non mais je voudrais juste comprendre, et je serais ravi d'avoir la clarification de la définition de l'Europe, ou en tout cas, quelle est la différence de la proposition LR par rapport à la nôtre. Si nous sommes d'accord sur le fait que il faut avancer en Europe, construire une Europe forte, protégée, avec des stratégies sur l'énergie qui soient cohérentes, des stratégies sur le social qui soient cohérentes, des stratégies sur la démocratie qui soient cohérentes. Où est notre différence à ce moment-là? Je l'invite à rejoindre notre liste. Il n'y a aucun problème, je serais ravi. Mais la réalité, c'est que notre Europe, l'Europe est excessivement claire. C'est une Europe qui est unie sur la défense, qui est unie sur les objectifs écologiques, qui est unie sur on va peut-être homogénéité sociale. Un sujet concret parce on va demander à François-Xavier Bellamy quelle est votre différence avec Macron sur l'Europe, clairement. Par exemple, vous venez de dire à l'instant, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que c'est une Europe qui ferme les fenêtres et qui se recroqueville, ou est-ce que c'est une Europe qui ouvre tout? Alors voilà, question très simple. Parce qu'au fond, encore une fois, je vous renvoie la balle quand même. Nous, on a fait nos propositions. On aimerait bien savoir quelles sont celles du président de la République et quelles sont celles d'En Marche dans cette campagne. Est-ce que vous croyez que le destin de l'Europe, c'est l'ouverture, comme le président de la République l'avait dit dans cette campagne? Oui, la réponse est claire. Est-ce que le destin de l'Europe, c'est donc, en fait, de faire en sorte que, au fond, on gère des flux migratoires qu'on ne maîtrise pas, que ces flux migratoires, ils soient le fait d'une circulation universelle qui correspond peut-être à l'idée que le président de la République se fait de ce qu'est, au fond, la condition humaine, quelque chose de perpétuellement mobile. Est-ce que vous croyez à cette Europe-là, ou est-ce que vous pensez que l'Europe a le devoir de maîtriser ses frontières et de faire en sorte, effectivement, que les murs dont nous pouvons nous entourer soient l'occasion d'accueillir vraiment ceux qui ont besoin de l'être, et non pas... Donc nous sommes d'accord. Je vous propose de rejoindre notre liste. Reprenons la question là où je la posais. Est-ce que vous pensez que ceci impose de faire baisser l'immigration en France aujourd'hui? Non mais attendez, ces deux sujets qui n'ont rien à voir. Je vais vous répondre. Ils n'ont rien à voir. Est-ce que l'Europe doit saisir la chance de la diversité? Moi, je suis pied noir. Vous savez, famille Bonnel, 1840, Algérie. 5 générations, pied noir. Je me considère quelque part comme un migrant. Un migrant un peu particulier, catholique de surcroît, mais un migrant. Est-ce que les gens qui sont venus dans les années 60 en France ont apporté quelque chose à l'Europe? Est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité d'intégrer encore d'Algérie? Est-ce qu'il y a des gens de Syrie? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent apporter à l'Europe? J'observe que vous ne répondez pas à ma question. Donc il faut ouvrir les frontières. Donc votre réponse, il faut gérer l'immigration, il faut gérer la question de l'intégration, et nous sommes d'accord sur les critères d'intégration qui vont de la langue à l'acceptation de la laïcité, quand même un point important pour éviter un communautarisme. Nous sommes entièrement d'accord que c'est un phénomène là. Mais jusque-là, c'est pas du tout géré, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas vrai. La question sur l'immigration est gérée. Alors on peut faire. Vous avez vu Porte de la Chapelle en passant là? Attendez, c'est un. Il y a des gens sous les tentes Quechua, il y en a à peu près 1000. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de l'immigration. Vous appelez ça géré, non? Je n'ai pas dit qu'il y avait de l'immigration illégale et malheureuse qui arrivait. Ah, je dis qu'on a mis en place des procédures pour le gérer. C'est un processus qui doit évoluer. Sur l'intégration, je suis d'accord, on a beaucoup à faire. Et c'est le deuxième volet d'un travail qu'il faut absolument faire. Attendez, est-ce que c'est seulement possible? Quoi? Bien sûr. De gérer l'intégration de tous les gens qui arrivent dans notre pays, de leur donner le même niveau d'éducation, de culture que les Français de France. Est-ce que leur donner les mêmes chances de réussir? Vous pensez que c'est possible? Oui. D'accord. François-Xavier? Emmanuel Macron, il cherche à importer en Europe le clivage entre populistes et progressistes.
Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire la politique de l'insulte. Et c'est la seule chose que je reprocherais, c'est ce que je reprocherais d'abord, si vous voulez, à Emmanuel Macron dans cette stratégie en Europe, comme je le reprocherais à ceux qui se disent populistes et qui remplacent le débat démocratique par un combat contre des ennemis. Au fond, on voit bien d'ailleurs que les deux font système d'une certaine manière, comme le montrait l'édito de tout à l'heure. On a besoin de proposer de nouveau des alternatives. Moi, je ne crois pas. Emmanuel Macron a commencé sa lettre aux Européens en disant « Notre ennemi, c'est le populisme. Et la menace qui guette l'Europe, c'est le Brexit. » Moi, je ne crois pas que notre ennemi, ce soit le populisme. Et que la menace qui guette l'Europe, ce soit le Brexit. La menace qui guette l'Europe, c'est tout ce qui a produit le Brexit. Cette situation dans laquelle, au fond, nous vivons une défiance permanente. Je le vois depuis le début de cette campagne, en rencontrant des agriculteurs, des chefs d'entreprise qui vivent quotidiennement le fait qu'aujourd'hui, l'Europe nous fragilise au lieu de nous renforcer. Et je crois que ce à quoi nous devons nous attaquer, ce n'est pas à ceux qui expriment cette défiance. Quand un agriculteur me dit qu'on fait rentrer sur le marché commun des centaines de milliers de tonnes de soja OGM qu'il n'a pas le droit de cultiver, je ne me sens pas en droit de le traiter de populiste et de dire que c'est un salaud. Je crois que mon rôle, comme responsable politique, c'est de me mettre au service de cette inquiétude pour tenter de lui apporter les réponses les plus efficaces qui soient. Et au fond, cette espèce de crispation perpétuelle qui viendrait fracturer la société française, comme elle voudrait fracturer l'Europe, en opposant les populistes aux progressistes, au lieu d'entretenir le dialogue, c'est ce qui empêchera l'Europe d'avancer, comme, et je me reconnais dans ce que disait Pierre Lissier à l'instant, comme ce qui est en train aujourd'hui de fracturer la France et d'empêcher notre vie démocratique de s'exprimer correctement. Très bien. Un mot pour finir, Bruno. Tout simplement, c'est pas Macron ou le chaos, c'est Macron ou l'Europe chaos. À savoir, un bon coup sur l'Europe si c'est pas Macron et En Marche qui passe. Pareil. Bruno Bonnell, merci. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la battle de la semaine. À 71 ans, alors qu'elle a travaillé toute sa vie, Marie est obligée de dormir dans sa voiture. Pierre Lissiat, notre reporter, l'a rencontrée. Magnéto, Serge. Deux tiers des Français craignent de tomber dans la pauvreté à la retraite. C'est ce qui est arrivé à Marie. 71 ans, depuis 6 mois, elle vit dans sa voiture. Je suis à Puteaux pour la rencontrer. Bonjour Marie. Bonjour. Comment est-ce qu'une femme qui, comme vous, a travaillé toute sa vie, peut se retrouver du jour au lendemain à la rue? J'ai toujours payé mes impôts, la taxe d'habitation depuis 30 ans à Puteaux. Mon propriétaire, il a voulu vendre. Il a le droit d'avoir son appartement. Mais moi, je me retrouve dehors. J'ai été expulsée le 24 septembre. Votre fille est au courant de votre situation? Ma fille, elle est en Angleterre. Elle sait que je n'ai pas de logement, mais elle croit que je suis chez une amie. Elle ne sait pas que je suis dehors, dans ma voiture. Je ne veux pas qu'elle le sache. J'ai honte. J'ai 71 ans. Vous vous imaginez que je dors dans ma voiture? Je vais vous montrer là où je me lave. Je ne me lave pas beaucoup parce que j'ai toujours peur qu'il y ait du monde qui rentre. Et je ne voulais pas être toute nue non plus. Vous lavez les pieds, vous lavez avec la brosse à dents. L'eau, elle est glacée. Je vais vous montrer ma vie. Voilà ma vie. Ça, c'est mon linge. J'ai mon parapluie quand il pleut. J'ai encore des choses qu'on m'a données pour pas que j'ai trop froid. J'ai ma petite radio. À partir de 89 €. Alors le matin, j'écoute les informations parce que je veux quand même savoir ce qu'il y a dans le monde. Sinon, je suis effacée de tout, quoi. Je n'existe plus. Voilà, là je suis bien, vous voyez. J'ai des trucs chauds, j'ai une couette. Là c'est des pieds d'oreiller, ça fait un petit matelas douillet. Alors voilà, je suis au chaud dans mon nid douillet, vous voyez. C'est quand j'ai mal comme ça, parce que j'ai comme ça, je me allonge comme ça et c'est le dos qui est bien. Mais pas les jambes, parce que sinon, il faut rester avec la porte ouverte. Et comme j'ai peur, je ferme les portes. Comment on peut continuer à vivre comme ça?
Voilà, je vous ai montré ma vie. Elle est là. C'est ma vie, là. Voilà. En ferme. Pour continuer à en parler, j'accueille Marie. Merci d'être avec nous, Marie. Merci. Bonsoir Marie, merci d'être là. Vous l'avez dit dans le sujet, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez élevé seule votre fille. Vous êtes aujourd'hui retraitée et vous continuez encore aujourd'hui à travailler. Pourtant, vous vivez dans votre voiture et vous ne recevez aucune aide. Pourquoi ? Parce que je gagne 1380 € de retraite. Je suis trop riche pour avoir des aides. Oui, monsieur. Et je suis trop pauvre pour louer un logement dans le privé. Alors, j'ai fait une demande de logement depuis 15 ans, un peu tôt, et je n'ai pas de réponse. Et je continue à travailler, et c'est ça qui me sauve, que je n'ai pas fait encore ce que les idées noires... quand elles viennent, quand je suis toute seule dans ma voiture. Je me sens utile, puisque je travaille chez des personnes âgées, plus âgées que moi, puisque moi j'ai 71 ans. Je travaille tous les jours. Je mange chez les gens à midi, et le petit déjeuner à midi. À partir d'1 heure de l'après-midi, je ne bois plus d'eau et je ne mange plus, parce que je ne peux pas me permettre de faire pipi n'importe où. Marie, à 71 ans, quand on vit dans sa voiture au 2e sous-sol d'un parking, de quoi on a le plus peur? Est-ce qu'on a le plus peur de l'isolement ou est-ce qu'on a peur pour sa sécurité? J'ai peur de la solitude. Vous avez jamais voulu dire à votre fille la réalité de votre condition? C'est pourquoi? C'est parce que vous avez honte, comme vous le dites, ou c'est pour la protéger? Les deux. J'ai honte que mon gendre anglais sache la situation de sa belle-mère. Et je veux protéger ma fille, parce que le devoir d'une mère, c'est de protéger ses enfants. Et moi, je ne veux pas qu'elle sache, dans la tristesse que je vis, dans le désarroi. J'ai jamais imaginé d'arriver là, moi. Jamais. Je pensais que les vieux n'allaient pas dehors, dormir dehors. Surtout que j'étais très honnête. J'ai toujours payé le loyer et tout. J'ai jamais eu de crédit. Vous faisiez quoi comme métier lorsque vous travailliez? Je travaillais dans une clinique privée. J'étais responsable de la cuisine. Marie, quand on vous voit ce soir, ou quand on vous croise sur un banc ou dans le hall de la mairie de Puteaux, puisque vous y passez vos journées, on se dit que vous n'êtes pas SDF. Et d'ailleurs, les femmes représentent 40% des personnes sans domicile fixe. Pourtant, elles se rendent invisibles. Alors vous restez digne, vous êtes bien habillé, vous tentez d'être propre, vous gardez la tête haute. Est-ce que vous aussi, vous rendez invisible? Bien sûr que je suis invisible. Et après mon travail, vers 14h, je vais m'asseoir à l'intérieur de la mairie pour que Madame le maire n'oublie pas que j'ai fait une demande de logement depuis 15 ans et que je suis dehors. Et bien, je suis invisible. De toute façon, vous êtes tous en train de m'écouter. Mais quand vous allez vous coucher ce soir, rentrer chez vous, vous allez prendre une douche. Vous allez manger votre soupe chaude. Et la vieille, elle rentre dans sa voiture toute seule. Et je pense que j'ai le droit d'avoir un toit. Je ne demande pas un château. Marie. Je demande un petit studio, 2 pièces, que je puisse vivre comme j'ai vécu toujours, honnêtement, monsieur. Comment s'appelle le maire de Puteaux? Madame Joëlle Secaldi. Vous lui avez écrit, vous avez essayé d'avoir un logement? J'ai écrit très souvent, depuis 2 ans. Oui. Madame Joëlle Secaldi ne vous a jamais répondu? Non, parce qu'elle n'a pas le temps. Et les gens, ils viennent me voir, ils me disent comment ça se fait, vous n'avez pas payé votre loyer, c'est normal, il fallait être honnête. Et vous écoutez tout ça.
Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me apporter de la soupe, apporter du chocolat chaud. Il y a le propriétaire de l'hôtel de Paris qui est en face à la mairie, qui m'a offert plusieurs nuits quand les chambres ils sont vides. Est-ce que Mme Joëlle Secaldi, maire de Puteaux, peut venir s'expliquer la semaine prochaine sur ce plateau d'autant de cruauté? Alors, je vous le dis, qu'on m'a fait des propositions, le préfet, dans d'autres villes. Mais moi, je ne veux pas quitter Puteaux. Ça fait 30 ans que je suis à Puteaux. Quand j'étais petite, jeune, j'étais obligée de partir du Portugal. Parce que c'était une dictature. Et mon père risquait la prison. Ouais. Et maintenant, je vais être obligée de repartir de Puteaux. Je dis non. Raquel. Si vous êtes bienvenue chez moi ce soir. Je ne supporterai pas que vous dormiez dans votre voiture. Je ne le supporterai pas. Et si vous pouvez venir chez moi, je vous invite cordialement, en toute dignité, à ce que vous puissiez venir chez moi. Le temps qu'il résolve votre problème, vous êtes la bienvenue chez moi. Bien, la conclusion. Bellamy, la conclusion. D'abord, c'est vraiment le plus important. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est nous qui devons avoir honte de la faillite collective que représente votre histoire. Et je ne le dis pas, je ne suis pas au gouvernement et je n'ai pas de responsabilité politique, mais c'est un nous collectif. C'est la France qui a failli parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des millions de personnes qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Et ça, c'est une violence incroyable. On fait beaucoup et on a raison de faire beaucoup pour ceux qui sont les exclus complets de notre système économique. Et au fond, on voit bien qu'en France, ceux qui sont les oubliés, ce n'est pas les plus prospères, eux, ils s'en sortiront toujours. Ce n'est pas les plus pauvres et les plus précaires parce qu'on a des moyens, vous parliez du logement social, on a des moyens de les accompagner. Et vous dites, je ne suis pas assez pauvre. Ce qu'on oublie en France, c'est les gens du milieu. C'est ceux qui font vivre notre pays. C'est ceux qui font, et vous l'avez incarné puisque toute votre vie, vous avez pris soin des autres. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas de quoi pouvoir prendre soin de vous-même. Et ça, c'est le grand mal français. Vous l'avez dit, je ne demande pas la lune. Je me souviens que, c'est pas du tout pour polémiquer, mais le président de la République avait dit qu'il fallait que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Je ne crois pas que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Moi, je suis enseignant. Ce qui compte pour moi, c'est simplement que mon travail ait du sens, de pouvoir faire du bien. Et vous l'avez vécu vous-même, vous le vivez encore aujourd'hui. Mais il faut qu'en faisant le travail que vous accomplissez tous les jours, vous puissiez vous offrir les moyens d'une vie qui soit digne et dont vous puissiez être fiers. Et le témoignage que vous nous donnez ce soir, c'est un témoignage magnifique. Et c'est le point de départ, je crois, de tout ce que nous avons à résoudre dans notre pays pour refaire une société qui ait confiance en son avenir. Alors Arnaud, Pierre, et c'est fini. C'est quelque chose qui tient à cœur Marie. Elle ne demande pas l'aumône. En revanche, il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, je voudrais qu'on puisse afficher l'adresse de cette pétition pour demander l'ouverture de centres d'hébergement réservés aux femmes. On en a déjà parlé sur ce plateau-là. Mais c'est quelque chose qui tient à cœur. Merci de votre témoignage. Marie, merci d'avoir été avec nous. François-Xavier Bellamy, merci d'avoir été avec nous. Votre essai demeure et toujours disponible aux éditions Grasset. On se retrouve après la pub avec le zapping des Terriens et le power couple le plus improbable du moment, Geneviève de Fontenay et Laurent Baffy. A tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Attention, Natacha Polony. Moi je reste attaché. Raquel Garrido. Dans les palpes, les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on dansera. On est là pour un coup, on est là pour faire le coup, et pour se revoir, et pas payer nos verres.
Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Franz-Olivier Gisbert. On dirait dessus. Le temps dure longtemps. Gilles-William Goldnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et notre reporter Pierre Licia. Et moi je voulais une moustache. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. On commence avec l'Iran. Magnéto, Serge. Arrêté pour avoir dansé. Parce que c'est ça l'Iran. C'est une grande civilisation, la Perse. C'est incroyable ce qu'elle a apporté au monde. C'est un pays, d'ailleurs, quand on va là-bas, on est surpris par l'incroyable intelligence, la culture qui règne. Et puis, en fait, c'est un régime de peur, de flicage, en permanence. Enfin, c'est atroce. Et on plaint toutes ces femmes, d'ailleurs, notamment parce que les pires, les premières victimes, ce sont les femmes. Je crois qu'on ne félicitera jamais assez Giscard d'Estaing d'avoir prêté son avion à l'ayatollah Khomeini pour qu'il aille là-bas à la place du Shah d'Iran, qui était certes un dictateur, mais un dictateur laïque et pas un dictateur théocratique. Bon, c'est pas Giscard qui les a installés. C'est Giscard qui a prêté son avion. Il a contribué à Il a contribué, voilà. Bien sûr. Je suis quand même allé faire un tour pour voir un peu quelle était la liste des lois assez incroyables en Iran. En Iran, bon, t'as pas le droit de danser en public, t'as pas le droit de chanter en public, t'as pas le droit de promener un chien, t'as pas le droit de faire la bise. Quand t'es une femme, t'as pas le droit de regarder un match de foot avec un homme. Quand tu dois prendre des vacances, tu dois avoir l'autorisation d'un homme. L'instagrammeuse qu'on voit sur ces images-là a été sommée de s'expliquer en direct à la télévision iranienne, vêtue d'un tchador. Elle était en larmes en expliquant pourquoi elle avait regretté son geste. Et suite à son passage télé, il y a énormément de femmes qui, sur les réseaux sociaux, se sont filmées et ont diffusé des vidéos d'elles en train de danser. Les Iraniennes, elles sont formidables. Direction les États-Unis, Magnéto, Serge. What is that? Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi, comme mon aura fait mouche. Allô, la terre ici, y'a pas d'eau. Je loue comme un son de franc-maçon. Qui sont-ils vraiment? I don't know. Avant Dieu, y'a rien de toutes les façons. I got hope, tout est beau. J'fais le show. C'est beau, hein? On s'en fout, hein? C'est de l'art, c'est de l'art. Pourquoi tu t'en fous? Je sais pas, ils sautent d'un avion, voilà, sur des parachutistes. On faisait déjà ça dans les années 30, les années 40. Mais que ce soit beau, c'est une chose, mais le fait que ce soit fait uniquement pour faire de la publicité pour une marque, très franchement, je verrais les choses de l'autre côté. Ça gâche absolument tout. C'est une œuvre d'art financée par la publicité, c'est pas... Ça a semé un vent de panique parmi les habitants et la police a dû réagir en disant attention, c'est un tournage. Personne n'est mort. Ah, ça vous plaît pas? Moi, ça me plaît. Ah non, moi, ça me plaît. Je suis un peu admiratif devant le type, parce que moi, j'ai rien pour prendre un avion, ça me fait peur. Et je vois pas en quoi c'est souillé par la publicité. Direction la France, Magnéto, Serge. I'm in the middle of your picture, lying in the rain. I am a moth who just wants to share your life.
Voilà les dauphins qui vont s'échouer. Bon, ils sont très proches de nous, hein. Ils ont un langage, ils parlent, ils cherchent sans arrêt le rapport avec l'homme. Autrefois, dans l'Antiquité, les dauphins, ils sauvaient les humains, hein, parce que voilà, et on a encore des histoires de ce type aujourd'hui. Et là, si vous voulez, c'est nous, c'est notre faute. Il faut bien dire les choses, c'est notre faute. C'est-à-dire, voilà, ces filets de pêche qui sont autorisés, les autorités ferment les yeux, et voilà, il y a un nombre incroyable de dauphins qui meurent chaque année. Et je trouve les écologistes extrêmement indifférents par rapport à ça. Ouais. Je ne comprends pas... Par rapport aux élections européennes, par exemple. Ouais, non, mais oui, pardon, mais les écologistes, notamment les écolos... Tu veux dire ELV? Les mecs qui notamment les Verts qui ont dévoyé l'écologie, ont laissé tomber justement la cause animale. Et même pour des raisons... C'est l'un des animaux les plus intelligents de la planète. Bien sûr. Il faut toujours penser à ça. Et attachant. Non, intelligent. C'est un moyen en plus d'arrêter ça, ou en tout cas de diminuer le phénomène, parce qu'il y a des appareils qui existent qui émettent des ultrasons, qui sont sur les bateaux de pêche, et qui permettent d'éloigner les dauphins pour éviter qu'ils soient dans les filets. Le problème, c'est que les gros chalutiers ont les moyens de les avoir. Mais il y a énormément de petits bateaux qui n'ont pas les moyens d'avoir ça. Mais je crois... Tu fais bon marché de l'indifférence, ça compte pas pour eux. Rien à foutre. Direction le Royaume-Uni, Magnéto Serge. Bust it down, turn your goofy down. Pow, I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid and be a tits on it. I don't date honey, cookie on tsunami. All my niggas wife me once they get that good punani. I think he need the bunny, I might just let them find me. Never trust a big butt and a smile worth the Ronnie. Rep queens like Supreme, ass Web and Nitty. Ass been me and Joe, nigga run me my dough. This game is freezing like it wait in the cow. Nickname is Nicky, but my name ain't cow. Pas mal. C'est bien. J'aurais bien pris de l'étron marron. Ouais. Natacha. C'est très amusant pour la performance. Enfin, entre nous, je trouve ça hyper emmerdant. Attends, mais emmerdant, oui, c'est le... Oui, c'est de la surprise. C'est amusant, voilà. C'est de la performance. Il fait des trucs dans l'éponge, regarde, c'est drôle. Oui, d'accord, voilà. Il y a un type qui s'appelle Cédric Grolier, vous connaissez. Incroyable d'humeur. Il fait des faux fruits, tu connais ça? Super. J'admire la performance. Non, mais c'est pour rire. Mais c'est le genre de dessert qui, gustativement, m'ennuie à périr. Direction la France, Serge. C'est à chier. Ah non, c'est pas vrai! C'est formidable! C'est à chier. C'est nul! C'est pas vrai! Comment tu peux dire ça? Je dis ce que je pense. Ce genre de musique est insupportable. Bien sûr. C'est dégueulasse. Ah, tu peux pas dire ça. Je ne sais ce qui me retient de le dénoncer au syndicat des copropriétaires. Non, mais quand tu vois ça, tu te comprends pourquoi l'ascenseur social est bloqué. Ah oui? Il n'y a pas de Ah ouais, je suis pas d'accord. Direction la Corée du Sud, Serge. 타이트 잘 안 풀리는 자신의 삶 전부 다 있고 한순간은 노른 날이 될 삶 이게 마치 내가 된 케이스 귀엽고 딱해 하지만 법적 조치 앞에 대책이 요망돼 나머지 타입스 모기 같은 존재 공기 맑은 동네일수록 강하고 독해 살려두고 싶지만 어쩔 수 없는 입장 Wow, 여길 좀 봐 겁쟁이들은 알아서들 도망가 No doubt, we're going now 내가 공연 너네들도 하든가 꼭꼭 숨어라 머리카락 보인다 어딜로 봐 스케일이 달라 여기 motherfucking do or die. C'est drôle, non? Ah, tu vas baiser à l'hôtel, t'es filmé, putain, merde. C'est sympa, c'est bien. C'est sympa. Ouais, c'est formidable. On a envie d'aller à l'hôtel là-bas. Ah oui. Super. Mais c'est déjà arrivé parce que il y a un mec qui a fait un bouquin qui s'appelle Le Motel. Guettalaise, qui avait écrit avec Gérald Foss, exactement. Le motel du voyeur. Le mec qui avait mis des caméras dans un appareil de ventilation factice et tous les Gisbert du monde se sont fait gauler. Comme quoi il y a une justice. Et voilà. C'était le zapping, c'était rien. Et
maintenant, j'accueille le power couple le plus improbable du moment, Geneviève de Fontenay et Laurent Baffy. Geneviève. Bien, alors. Geneviève, on est très heureux, vraiment très heureux de vous recevoir. Plus nous deux, ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, justement. C'est pas une paye, c'est trop d'argent. Je voulais te dire, que je Thierry, que ce soir, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi quand tu m'as fait passer dans beaucoup d'émissions. Ah bah ouais, et l'appart à Puteaux, surtout. C'est grâce à toi. Hein. J'ai quelqu'un qui m'a fait des vidéos. Et comme ça, mes petites filles, quand je serai morte, elles me reverront. Dans l'histoire. Grâce à toi, elles me reverront. Alors, Geneviève, comme tous les invités, tu as un slogan. Écoute bien, j'espère qu'il te plaira. 60 ans qu'elle porte un chapeau sans avoir pris le melon. Et Geneviève, t'as un sampleur aussi. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça fait 6 mois que j'ai pas vu Geneviève et que j'ai des... Et je suis un petit peu en retard au niveau des cadeaux. Oh là là, c'est formidable. Oh, c'est formidable, vraiment t'es adorable. Vraiment. Ça, c'est pour boire, hein, c'est pas pour mettre. Hein. Ah bon? Et vous êtes en couple parce que... Oui. Ben non, pas du tout. Ah, et ça, tu sais ce que c'est, ça? Tu veux que je l'ouvre? Bah oui. C'est ta filleule. Ah, c'est Geneviève. C'est Geneviève. Ah oui. Ah oui, il a appelé ça. C'est le chien de Laurent. Le chien de Laurent Baffy s'appelle Geneviève en hommage à Madame de Fontenay. Magnifique. Oh, elle est formidable. Oh, ben formidable. Tu rentreras pas toute seule ce soir. C'est la première fois qu'il y a une petite chienne qui s'appelle. Elle est mignonne, cette petite chienne. Mais t'auras pas à la sortir, c'est juste une photo. Non, mais on comprend pas, moi, je veux savoir. On a le droit de savoir. C'est quoi vos rapports? Des rapports sains. S-A-I-N. Quand je vais trop loin, oh là, Geneviève me bifle. Ah bah il a une, bon, et maintenant, Geneviève. Il a une giroflée à 5 branches, comme disait ma grand-mère, voilà. Geneviève, votre portrait par Stéphane Blakowski, Magnéto Serge. 1932, Geneviève Mühlmann naît à Longwy, en Lorraine. Son père est ingénieur, elle est l'aînée de 10 enfants. Vers 20 ans, elle monte à Paris où son maître 77 lui permet de devenir mannequin. En 54, elle rencontre l'homme de sa vie. Louis Poirot a 25 ans de plus qu'elle, il se fait appeler De Fontenay et dirige le comité Miss France. Pendant 25 ans, Geneviève va travailler à ses côtés pour sélectionner des jolies filles dans chaque région de France et organiser chaque année l'élection de la nouvelle Miss France. 1980, à la mort de son mari, Geneviève lui succède et ne quitte plus le chapeau qu'il lui conseillait de porter. Mais les mœurs évoluent. En 83 puis en 85, Geneviève se fâche et retire leur couronne à 2 Miss France qui ont posé nues dans la presse. En 86, grand changement. L'élection de Miss France est organisée pour la première fois en direct à la télé. C'est Nathalie Marquet qui finalement sera élue. L'émission devient un succès diffusé chaque année sur France 3 jusqu'en 94. Je trouve que Miss Alsace est ravissante. 1995, Geneviève dirige désormais son entreprise avec son fils, Xavier, qui signe pour TF1. Cette année-là, l'élection de Miss France est suivie par 13 millions de téléspectateurs. Geneviève devient célèbre, elle se mêle de politique et soutient Arlette Laguillet au présidentiel de 2002. Mais elle se sent proche, je crois, des couches populaires et des revendications du monde du travail. Je crois que c'est pour ça qu'elle soutient. La même année, elle devient riche en vendant sa société au producteur Endemol dont elle reste l'employée. Évidemment, ça ne l'empêche pas de réclamer la destitution de Valérie Bègue en 2008 après la publication de photos un peu olé olé. Mais c'est une malédiction, quoi. Moi, non, mais au bout d'un demi-siècle, que je suis quand même connue, j'ai pas eu besoin d'enlever ma culotte et d'aller dans des revues. Voilà. 2010. Exaspérée par une nouvelle Miss qui pose toute nue, Geneviève attaque Endemol devant la justice et lance son propre concours intitulé Miss Nationale. Puis, fatiguée des procès,
Elle signe la paix avec Endemol en 2013 et poursuit jusqu'en 2016 les concours de beauté sous le nom Miss Prestige National. 2019, Geneviève reste au top. D'un côté, elle n'a pas hésité à mettre un gilet jaune et de l'autre, elle échange parfois des textos avec Macron. Pas étonnant qu'elle soit ce soir chez Ardisson. Alors Geneviève, c'est quoi votre dernier texto à Emmanuel Macron? C'était sur quel sujet? Oh, il y en a tellement en ce moment. Ça, j'en ai plein mon téléphone, hein, parce que j'ai commencé en février 2017. Ben oui, parce que Gérard Collomb, on a fait une élection de Miss France à Lyon, il m'a dit, il y a Emmanuel Macron qui vient faire son meeting, est-ce que vous pourriez venir? Moi, je dis oui, je prends le train, c'est pas de problème. Alors j'arrive, il m'installe, j'ai Brigitte qui arrive, oh Geneviève, on est content que vous soyez là, on est content. Après, j'ai 10 ans de plus que vous. Alors après, il y a Macron qui passe. Et Macron qui passe, il me fait 4 bises, bah, très bien. Bon, 4 bises. Alors après je repars à la gare et je me retrouve dans la même voiture qu'eux. Ils étaient déjà installés tous les deux dans la voiture de TGV. Alors là, j'ai commencé, j'ai dit, bon, bah alors il faut commencer par mettre le 440 à 33% et les PME à 8%. Parce que ça fait des années que c'est comme ça et c'est pas normal. Bon. Avec tous ces textos, vous avez le quoi le faire chanter? Vous pourriez le faire chanter? Je sais pas. Il répond des fois? Oui. Ah oui, ça dépend quoi. Oui. Il répond... je suis d'accord avec vous, Geneviève, parce qu'il paraît qu'il répond ça à tout le monde. Tout à fait, vous avez raison. Tout Paris dit qu'ils envoient des messages. Geneviève lui met la pression. Elle lui dit, tu la quittes quand, celle au moins? Compliqué pour Macron. J'ai dit, vous seriez content de ne pas avoir de père. Et votre Brigitte, elle a 3 enfants. Vous êtes content qu'elle a un père? On va quand même pas faire une loi pour quand ce petit bébé va arriver, qu'on va lui dire, bah, de toute façon, il n'y a pas de père, il y a une loi, vous n'avez pas de père. Ben ça, il ne faut pas que ça soit voté. Alors là, on sent quand même qu'il hésite un peu. Alors Geneviève, on vient de s'en rendre compte que vous êtes cash, donc on vous a préparé une interview Crache ton venin. Oui. Vous avez compris la règle du jeu? Comme ça, je vous pose des questions, vous répondez. Ouais, elle a compris, elle est pas conne. Hein. On lui a déjà posé des questions avant toi. Alors Geneviève, parmi ces personnalités de la Macronie, laquelle vous agace le plus? Emmanuel Macron qui part au ski à la Mongie en pleine crise des Gilets jaunes. Christophe Castaner qui danse le Mia... Je déteste. Dégage, attends, le troisième, tu vas voir. Christophe Castaner qui danse le Mia en pleine crise des Gilets jaunes, ou Édouard Philippe qui apprend la boxe avant la crise des Gilets jaunes. Il ne sait pas s'il part ou s'il reste là. Pourquoi Christophe Castaner, vous le détestez le plus? Parce que si l'Arc de Triomphe a été tagué, il y avait 300 flics qui étaient autour, ils attendaient... Parce que les CRS ont toujours dit que nous n'agissons que sur ordre. Oui. Bon, alors apparemment l'ordre n'est pas venu, ça fait que les casseurs ils ont eu le temps d'aller taguer, hein, bon, ils ont eu le temps de forcer pour rentrer, et puis ils l'ont nargué en allant jusqu'en haut de l'Arc de Triomphe, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, et Champs-Élysées la même chose, parce que Castaner a mal calculé son coup, il n'a pas dit d'arrêter à un certain moment. Mais parlons du Fouquet's justement. Quel est le comble de la vulgarité selon vous? C'est 1, de dîner au Fouquet's, 2, de brûler le Fouquet's, ou 3, de ne pas payer son addition au Fouquet's. Là, pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est l'état dans lequel il a été mis, parce que vraiment, c'est incroyable aux Champs-Élysées qu'on ait pu faire une chose pareille. Parce que s'ils avaient mis des voitures de police dans les contre-allées de chaque côté et devant chaque... c'est ce qu'il fallait faire. C'est un scandale, les Champs-Élysées, samedi. Vraiment, on n'a jamais vu ça, quand même. Et ce qui est très grave, c'est que le Fouquet's, ils vont devoir vendre 500 cafés pour refaire leur devanture. Ouais. Bon. À 8 € le café, non, c'est ça la vanne. Faut rire, les amis. C'est l'humour France Insoumise. C'est un four. C'est le chauffeur de salle qui est content. Moi, je rigole à toutes tes vannes. Et toi, tu as zéro solidarité. Les gilets... Pardon, j'avais demandé une couronne. Hein. Mais non, d'un vase. Il vaut mieux un vase pour pas qu'elle se fasse. Non, c'est comme tu veux. Les gilets, je pense qu'elles devraient rejoindre la France Insoumise. Je ne vous le fais pas dire. Parce qu'il faut quand même une opposition. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose comme opposition. Hein, parce que quand on voit les socialistes en train de se noyer, là, on est loin de Jaurès et tout ça. Donc, peut-être que Bellamy
Bellamy, je pense qu'il a... Il est pas mal, Bellamy. Oui, à mon avis, ils vont s'entendre aux Républicains, là. Je pense qu'il va... En tout cas, ils peuvent voter ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes, mais je pense qu'il y a effectivement un enjeu à ce que le score d'Emmanuel Macron soit le plus bas possible pour qu'il arrête de dire qu'il représente tous les Français. Bien sûr. Et puis, il faudrait qu'ils changent la couleur de leur gilet, parce que c'est la couleur des gilets qu'on a dans les bagnoles. C'est le principe. C'est le concept. Oh putain, tu m'ouvres les yeux. Faut changer de couleur. J'avais pas fait le rapprochement. C'est juste, hein. C'est une coïncidence. C'est bizarre. Dans cette émission. C'est fâcheux comme coïncidence. Monia, continue. Geneviève, quel est selon vous le pire représentant des Gilets jaunes? Est-ce que pour vous, la pire représentante des Gilets jaunes, c'est Ingrid Levavasseur, la l'aide-soignante, Éric Drouet, le routier, ou Karl Lagerfeld, le premier à avoir porté le gilet jaune? Oh bah c'est celui du milieu. Voilà. Éric Drouet. Ah, tu l'aimes pas, lui? Non. C'est pas Monsieur France, oui. Ah ouais. Je trouve qu'il est beau. Ah, c'est pas Monsieur France. Oui. Il est pas beau. Hein. Il ressemble à Corbière. Il ressemble à Alexis Corbière. Un peu. Vous l'aimez bien, Corbière? Ah non. Oui, Corbière, vous l'aimez bien. Vous savez que j'ai plusieurs fois essayé de joindre et Oui, qu'on je le me sais. répondait même pas au SMS. Mais si, il m'en parle. Il me dit, Geneviève m'a Il répond plus vite. Ouais. C'est vrai. Mais il vous aime beaucoup, mais je vais lui dire quand même qu'il faut répondre quand même. Parce qu'il faut causer. D'accord. Voilà, très bien. Alors, Monia. Alors Geneviève, je vais vous aider, je vais vous donner un petit aperçu de la jeunesse actuelle. Quel est le challenge le plus débile sur les réseaux sociaux selon vous? Le Cheese Challenge, qui consiste à jeter du fromage industriel sur le visage des enfants. Ça les éduque, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier challenge, regardez la photo. Le deuxième challenge s'appelle le Dédé Challenge. Lamentable, lamentable. Ça consiste à danser dans un ascenseur. Oh bah c'est aussi con. Voilà, Ah non, le fromage c'est plutôt... Et le troisième challenge s'appelle le Underboob Challenge. Alors là, l'idée, c'est de mettre un stylo sous le sein et de le filmer. Ah, elle a 4 feutres. Oh, dis donc. Le fromage? Je place surtout le petit. Voilà ce qu'on fait avec des enfants. Ouais. Très bien. Donc, j'ai terminé l'interview du siècle. C'est une grande interview. Ah merde, je crois que là, on atteint des sommets. Moi, il y a juste une chose. Moi, j'ai vécu un grand moment avec vous. C'était en 2005. Je vous recevais sur le plateau de Tout le monde en parle. Et je vous avais donné ma parole de ne pas parler de Laetitia Blégé. Vous vous souvenez de Laetitia Blégé? Oui, bien sûr. Et en fait... tu n'as pas respecté ta parole. Tu as trahi ta parole. Mais il s'est mis à genoux devant moi. Hein. Mais on va regarder Magnéto, Serge. Vous savez que Laetitia est complètement manipulée par cette Corinne. Oui, je l'ai vu. Oh là là, cette Corinne Le Chevalier, mais c'est une secte, hein. Ouais, elle la tient, elle la tient. Mais c'est ce que j'ai dit, elle est complètement soumise. Elle est... Hein? Je préfère être dans ma peau que dans la sienne. Ouais, ben on va voir. Magnéto, je pense Serge. quand même qu'elle n'a pas tout à fait le même look que moi non plus. Vaut mieux que Miss France. Bonsoir, Corinne Le Chevalier. Ah non, je m'en vais. Ah non, je voulais vous souhaiter un très bel été, vous dire que Laetitia et moi vous remercions de cette chance incroyable que vous nous avez offerte. J'aime bien. Ah, c'est pas moi. J'aime bien. Oh là là. Geneviève, je suis désolé. Geneviève, je suis désolé. Non, Geneviève, je le ferai plus. Ah, mais non, je le ferai plus. Vous m'avez pardonné? Ah, bien sûr, mais il y a longtemps que je t'ai pardonné, bien sûr. Bon, en tous les cas, ça nous a fait plaisir de te voir, Geneviève. Très plaisir. Geneviève de Fontenay, Laurent Baffy, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Bastion. T'es de plus en plus beau. Hein. C'est gentil, Thierry. Qu'est-ce qui le nous petit arrive? brushing est très réussi. Ah, écoutez, je fais ce que je peux pour vous plaire. Non, mais t'es très beau, franchement. Bah, c'est gentil. Bon, attention, on passe à Pasturo.
Je vais vous dire, Thierry, le problème majeur de notre société, c'est l'ennui. Ben, les gens s'ennuient, ils se font yesh, comme dirait Alain Juppé si son arrière-petit-fils lui avait appris le verlan. Regardez ces jeunes dans le public qui, à leur âge, devraient faire l'amour ou se droguer. Ben non, ils sont ici sans but, à nous regarder en se disant « Tiens, c'est donc ça un EHPAD ». Mais que fait ce beau quadra sexy, ce daddy I would like to fuck au milieu de ces personnes en fin de parcours, se disent-ils en me regardant. Même les politiques, prenez Benjamin Griveaux, l'ex-porte-parole du gouvernement. Là, pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Parce qu'il s'ennuyait. Il s'ennuie. Il se passe moins de choses dans sa vie que dans celle du journaliste de la chaîne Non-Stop People s'il envoyait son CV au rédac-chef de Mediapart. Même les municipales à Paris, ils se retrouvent dans les sondages derrière Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est pas une dame, c'est une ambulance. Vous lui appuyez sur le nez, elle fait pimpon. Non mais être derrière Anne Hidalgo, c'est comme être Alain Ducasse et réaliser que dans le guide Michelin, le Quick de Sarcelles est mieux noté que vous. Le seul truc qui est arrivé dans la vie de Griveaux qui était bien, c'est quand il y a 3 mois, son ministère a été attaqué par des gilets jaunes sur un transpalette. Il a quand même failli se faire trucider par un transpalette. Vous imaginez la honte? On aurait mis quoi pour l'éloge funèbre? Ce fut son seul rapport au monde du travail. Regardez Instagram. Instagram, c'est un bon baromètre. Sur le compte Instagram de Zaya, par exemple, eh ben on la voit s'amusant avec un dauphin en plastique. C'est le remake roumain du Grand Bleu. 4 € de budget, 2 mètres cubes de plastique, un sur le dauphin, un sur la petite. Sur le compte Instagram de Nabila, ben on la voit dans le Pacifique en train de dormir. Si un requin sort et l'avale par en dessous avec les ficelles, il vivra un peu la même galère que nous le dimanche quand on essaye de défaire le rôti. Sur celui de Griveaux, il y a quoi? Des asperges. Il photographie des asperges, le légume officiel de La République En Marche, parce qu'ils ont tous le même charisme que ce végétal. Là, j'ai l'impression de voir la photo du gouvernement si on les avait trop rapprochés les uns des autres. Et Griveaux est aussi allé au Salon du Livre. Voilà ce qu'il a rapporté. 2 Schtroumpfs, un Boulet Bill. On a une belle équipe de lecteurs. Édouard Philippe et Riester, je rappelle, c'est Caca Boudin. Griveaux, Boulet Bill. C'est-à-dire que dans un concours organisé par Livre Hebdo, ils peuvent perdre contre le premier CE2 qui s'est farci l'intégrale de Titeuf. Enfin, Griveaux. Mais Griveaux qui s'ennuie. Sa vie est aussi morne que celle de Kim Jong-un quand il attend que la marmotte qu'il a sur la tronche finisse d'hiberner. Alors, Griveaux a vu l'expo Toutankhamon à Paris, avec ici, regardez, le premier iPhone. Il date de -1330, date du début de Vivement Dimanche sur France 2. Plein d'émojis sympas. Et ici, eh bien, on a une statue de Jean-Pierre Foucault au point soleil. Mais Griveaux n'est pas le seul à s'ennuyer. François de Rugy, sur Instagram, a posté des photos de ses poules. Il a des poules à son ministère. Les bêtes terrorisées fuient une sombre rumeur comme quoi Gérard Larcher serait dans le bâtiment. Non mais ça commence à se voir, le fait que ces personnes ne bossent pas. Même Macron, il bouge, il gigote, on dirait un agent de la circulation sous ecstasy. Mais en fait, il glande. Ah bah oui, bah attendez, sa grande activité cette semaine, ça a été juste de balader le dictateur chinois Xi Jinping, que les médias appellent président parce que dictateur, ça fait moins rêver la ménagère. Alors, Manu et Brigitte ont d'abord accueilli les Jinping à Beaulieu-sur-Mer, dans une réplique de villa grecque. Ils pouvaient les faire dîner dans le château de la Belle au Bois dormant à Disney, c'était aussi authentique. Alors, ils ont attendu à la grille, comme dans les concours de chambre d'hôtes sur TF1, parce que Jinping, c'est le king, il a du brosouf. Pour lui, Vincent Bolloré, c'est un gueux, et il ne soupçonne même pas l'existence d'Olivier Besancenot. Alors Macron a montré à Jinping la baie, l'autre a répondu « Ah, j'achète ». Il s'est aussi payé la ville de Nice et son maire, Christian Estrosi, qui désormais lui apporte le café au lit déguisé en soubrette. Jinping, c'est le maître du monde, nous sommes tous ses petites chiennes. Donc à un moment, il a remarqué à quel point la main de Macron était belle. Il s'en est jamais servi, à part une fois en 96 pour faire un tennis, et une autre où il a encaissé l'échec de ses soutiens pour la campagne avec un stylo Cartier. Mais enfin, c'est tout. Alors, devant la divine Mimine, Jinping a dit « Ah,
j'achète. On a dû lui expliquer qu'on ne pouvait pas la couper. Hein, ça se faisait avant chez les Roms. À un moment, Vincent Van Gogh aussi est passé un petit peu par là. Mais c'est fini. Alors le lendemain, ils se sont dit bonjour, hein, parce qu'ils ont dormi séparément. Les chefs d'État sont très très coincés. Et ils ont fleuri la tombe du soldat inconnu à Paris. Des décennies que le type là-dessous se farcit tous les despotes de la planète. Il en est plus à se retourner dans sa tombe. À mon avis, c'est lui qui a inventé la breakdance. Alors ils ont discuté un peu dans la cabane du chef, là, l'Élysée, avec Jean-Yves Le Drian, qui faisait sa tête des grands jours. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, on a pris son pouls pour voir s'il était toujours en vie. Pendant ce temps, Brigitte a attendu la première dame chinoise devant l'Opéra Garnier. Et comme elle n'avait rien à faire, elle s'est mise à imiter le bâtiment. Hein, toute droite, hein, la même devant la tour de Pise, elle se mettait à pencher. Hein, vous la collez à Alep, elle s'allonge sur le sol avec les jambes tordues et sans maquillage pour imiter les ruines. Les deux premières dames, oh regardez c'est beau, elles ont ensuite visité l'opéra. Alors Peng Liyuan a appelé son mari pour lui dire « Bébé, j'ai trouvé un petit 700 mètres carrés sympa. Si on vire les fauteuils et la déco, on peut faire une piste de karting indoor pour le petit-neveu. » Jinping a répondu « Ah, j'achète. » Et puis alors lundi soir, strass, paillettes, soirée pince-fesse. Ça va ma chérie. C'était le dîner d'État. Et il y avait tellement de gratins qu'on aurait pu tous les foutre dans un plat beurré. Alors étaient présents, regardez, Jack Lang et Monique, hein, sa femme. Alors 2 langues, hein, c'est le minimum pour une soirée réussie. Christophe Castaner peut en témoigner. Alors ils fêtaient tous deux leur 24 millième dîner mondain. Hein, depuis 79, l'État les nourrit. Ils ont avalé la moitié de nos impôts. Alors il y avait Monsieur le maire, hein, avec sa femme, Madame la maire, si on se réfère à ce qu'a dit l'Académie française. L'homme d'affaires Bernard Arnault était là. Xi Jinping lui a refilé 4 tickets resto en lui disant « Courage, vieux », parce que pour lui, c'est un smicard. Hein. Mais que des couples glamour. Alain Delon était là, avec sa nouvelle conquête, Rebérus. Dernier type à porter le collier de barbe et à n'être ni prof de français ni pédophile. Alors il s'agit en fait du dernier vestige du communisme. On l'a retrouvé sur un chantier de fouilles à côté de 4 fossiles du néolithique. Miraculeusement, il bougeait encore. Était présente Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault. Parce que le pouvoir financier, ça se transmet de père en fille, comme les MST dans les Ardennes belges. Non mais, mais oui. Oh non, c'est dégueulasse. Mais cet idiot de Louis XVI a perdu la tête pour rien. Mais parce que le système est resté le même. Sauf que les riches ne font plus leurs besoins dans les couloirs, mais au WC. Delphine Arnault, on le voit, avait d'ailleurs par erreur emporté tout le PQ avec elle, resté coincé malheureusement dans sa robe. Alors attendez, parce que lors de cette soirée, Jean-Michel Jarre a officialisé sa relation avec l'actrice Gong Li. Pour un musicien, sortir avec une dame qui s'appelle Gong, c'est une évidence. Il a l'air heureux d'être avec elle. Hein, en tout cas, si on prend comme repère la tête de Jean-Yves Le Drian, il cache très bien sa joie. On va la retrouver un jour au fond de la grotte de Lascaux. Et puis, il y avait Hélène Rollès. Hélène Rollès, c'est une star en Chine. Hein, elle s'était déguisée en oiseau mazouté afin d'attirer l'attention du public sur la nappe de fioul du Grande America qui menace les côtes françaises. Alors ensuite, les Macron ont attendu Jinping et Peng. Il manquait juste Pong et c'était les mondiaux de tennis de table. Brigitte, qui ne savait pas quoi mettre, s'était finalement décidée à enfiler le tapis rouge. Macron a parlé, tandis que Jinping suivait sur Jinping Radio, la seule autorisée, l'ouverture de la bourse de Pékin. Enfin, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, 2 Européens qui ne boivent pas que de l'eau, ont été présentés à Jinping, qui n'en avait rien à foutre. Et donc, est parti. Ils sont restés tous les 3 comme des couillons sur le perron. Jamais la République n'a autant ressemblé au film Les Tuches. Bravo. Allez, ils aiment Macron. Comme Xi Jinping aime le shopping, du moment que ça coûte plus de 30 millions d'euros. Ce sont les Macronphiles. Avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui a décoré Perico Légas, Marine Natacha. Bravo. Je suis désolé, Natacha, s'il n'était pas à la maison, ce n'est pas qu'il voit quelqu'un d'autre. Son corps ne jouit pas sous les coups de butoir d'une concurrente qui dispose de sextoys en forme de magret. C'est la même chose que les sextoys en canard, mais pour les gens qui adorent manger. Non, c'est juste qu'il s'ennuie dans des soirées nulles. Votre existence n'est toujours pas rock'n'roll. Dans ces soirées-là, c'est pas rock'n'roll, mais du coup, il aspire à rentrer avec moi. Taisez-vous, c'est mon moment. Alors Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, a elle dévoilé la plaque la plus haute du monde. Rien qu'en retirant le drapeau, sa chemise est sortie de son fut et son slip est remonté de 10 cm. Une femme de ménage s'est emparée de la ministre en disant « Qu'est-ce qu'il fout là, ce sac de linge ?» François de Rugy, ministre de l'écologie, a rendu visite à des producteurs d'huîtres. Alors, il n'y avait pas de perles, ni dans les huîtres, ni sur le bateau. Rugy qui était au dîner du grand cirage de pompe organisé par Kiwi et Macron. Alors, à côté d'un opposant politique à Jinping, à qui on avait dit c'est soit le camp de travail pendant 30 ans, soit un dîner avec Rugy, l'homme le moins fun de la galaxie. L'autre s'est dit je prends Rugy. Il a regretté. Arrivé au fromage, il a pété sa flûte et a tenté de se trancher les veines avec les bouts de verre. Gérard Collomb, maire de Lyon, lui a accueilli Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Et alors, soit la lampe était énorme, soit Collomb avec l'âge, c'est vraiment tassé. Mais dans ce cas, il fait 14 cm. Et pour les prochaines municipales, pour le battre, tout ce qu'il faudra, c'est une tapette à mouche. Alors Bruno Le Maire, lui, a inauguré la nouvelle boutique des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées qui brûlera le 12 à 16h. Elle rouvrira après travaux en 2031. Enfin, Pascal Canfin, qui se présente aux Européennes pour La République En Marche, a montré sur un globe l'ensemble des endroits du monde où il n'était pas connu, donc la France plus les 196 autres pays. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Allez, maintenant, il déteste Macron comme Hélène Rollès déteste la musique à qui elle a fait tant de mal. Mais on l'aime quand même, elle est tellement mignonne. Ce sont les macronphobes. Avec Marine Le Pen qui, c'est terrible, a détourné son petit Jordan du droit chemin en l'initiant à la boisson. Elle a même offert au malheureux une bouteille à son nom. Lui qui était si innocent. C'est comme si dans Bambi, Pampan le lapin avait fait ingérer au petit fond du Poppers avant de le faire tourner dans le terrier du blaireau. Alors le petit Jordan, aussi beurré que le Queen Yamang de la tante de Nolwenn Leroy, a voulu piloter lui-même le Paris-Bordeaux. Il s'est craché bien sûr dans un pré. C'est Karine Le Marchand qui l'a recueilli avant de le livrer à José, un agriculteur qui n'avait pas fait l'amour depuis 87. Éric Ciotti, lui, ne boit pas, bien sûr, mais il a inauguré à Nice une expo de graphes. Il a tenté de faire comme les stars du rap avec ses doigts. C'est un bad boy. Ensuite, il a dit à une dame, ça va grosse, t'as dû te chier à bédave, vas-y, fais pas ta morte de faim. La dame s'est évanouie de terreur après avoir hurlé au secours, une racaille. Christian Estrosi, son acolyte, a lui accueilli Jinping à Nice et lui a dit « Mais regardez comme je suis beau, 60 ans, pas une ride, j'ai encore 2 érections par jour, achetez-moi, je m'ennuie ici, il n'y a que des vieux !» Alors Jinping l'a pris pour le mettre dans son jardin. Anne Hidalgo, maire de Paris, alors a elle planté le 15 millième arbre depuis le début de sa mandature. On se demandait ce qu'elle foutait. En fait, tout le long, elle plantait des arbres. C'est l'exacte antithèse du castor. Encore un mandat et Paris, mais c'est une forêt. Alors Hidalgo a aussi inauguré un nouveau cours à Roland-Garros pour que Bernard Arnault, sa fille, son gendre et son chat puissent se bronzer la couenne dans le carré orange-juin. Alors toute la journée, elle creuse. Elle va finir par trouver le PS. Alors, même Sarkozy, qui était présent, a donné un petit coup de pelle, mais il est tellement pas fait pour bosser que ce lourd a trouvé moyen de recouvrir la ligne blanche. Du coup, tout est à refaire. Alors, sans transition, François Hollande, le Mr Bean de la gauche caviar, lui est allé à l'université de Columbia, aux USA. Alors, on le voit ici posé avec ce qui l'a le plus intéressé sur le campus, la salade chou-mayonnaise du buffet. Mais alors, partout, il peut dénicher de la nourriture. En plein désert du Sahara, il est capable de trouver la brioche dorée. D'accord ? À droite, Rachida Dati a fait un meeting avec derrière elle un autre jeune portant la moustache que Pierre Licia. C'est-à-dire que la moustache s'est déplacée. Avant, c'était un truc de gaucho. Jean Ferrat, Noël Mamère, Eva Joly, Staline. Maintenant, c'est un repère de droite, mais on n'y comprend plus rien. Dans l'équipe d'Estrosi à Nice, regardez, pareil, encore un jeune à moustache. Mais ça va trop loin. Tout ça parce que Pierre Licia est à la mode. Mais si! Il l'est. L'Express nous le dit, tout le monde se l'arrache. Il a bu un café avec Mounir Majoubi. Il a été reçu en janvier par Benjamin Griveaux. Que des chômeurs. Pierre Licia, c'est le Pôle emploi. Alors, Benjamin Griveaux l'avait reçu à son ministère. Il n'a pas eu à frapper à la porte. Il n'y avait plus de porte. Alors, dans l'article, Pierre dit « Je mets le doigt sur les choses que certains ne veulent pas voir ». C'est aussi la définition du métier de proctologue.
Et surtout... Alors surtout l'article, mais ça je n'en crois rien, nous dit qu'il rêverait d'une défaite d'Anne Hidalgo en 2020. Mais enfin Pierre, mais ça ne va pas. Mais qui va s'occuper de la forêt? Il reste 100 000 arbres à planter. En plus, à Paris, Madame Hidalgo nous a quand même mis des moutons, des chèvres, on a enfin la vie d'Heidi. Pierre, mais qu'est-ce qu'il y a, tu n'aimes pas Heidi? Enfin, d'après Téléstar, Pierre, tu pourrais nous quitter. Ah, n'importe quoi. Non, après une seule saison, oubliant que c'est Ardisson, il y a 8 mois, qui t'a sorti du caniveau, porte de la Chapelle, où des rats te dévoraient alors que tu tentais de slalomer entre les seringues des toxicos. Moi, je suis sûr que Téléstar se plante, comme dirait Anne Hidalgo devant le trou béant qui s'apprête à recevoir son 400 millième arbre. Parce que la politique aujourd'hui, mais on s'ennuie, à part Castaner qui s'est éclaté quoi? Une soirée, hein. Ben demande à Raquel, elle est mieux ici avec nous qu'en politique, comme avant. Fais pas le con bébé, fais pas le con. Salut. Voilà, c'était Candidature, on le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur malcanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La dernière fois, c'est Pierre qui a gagné. Donc, je m'en souviens pas. Bah si, il a gagné le cerveau Parce qu'il d'or. est menacé de mort qu'on l'a fait. Qui remportera le cerveau d'or cette semaine? Alors, si c'est Goldnadel, moi je mets un point quand même. C'est que c'est Monia qui a son appareil. Attends, t'aurais fait fortune sous l'occupation, toi. Eh ben, tu crois pas si bien dire. On se concentre. Pourquoi un robot utilisé dans un hôpital américain a-t-il fait parler de lui dans le New York Times ce mois-ci? Il a sauvé un médecin qui allait se suicider. Il a annoncé à un patient qu'il allait mourir. Il a opéré une tumeur maligne d'un millième de centimètre. On sait, patron, on sait. Il a violé une patiente. Ah, il nous saoule, lui. On sait, il a annoncé à un patient. Bah oui, évidemment. Bravo. Bah oui. Qu'est-ce qui m'agace? Ouais, mais ça marche pas. La triche. Attention, quel bien a été vendu aux enchères 1,25 million d'euros il y a quelques jours? Le robot. Une paire de pantoufles en diamant. Un pigeon voyageur, un cheveu de Napoléon Ier ou un studio de 9 mètres carrés à Paris. C'est pas juste. Un pigeon voyageur. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, ça marche pas, là. Natacha, vous êtes colombophile, Natacha? Exactement. Donc vous savez qu'il y a des pigeons qui peuvent valoir des fortunes. Bien sûr, il y avait un très beau film avec Benoît Poelvoorde qui s'appelait Les Convoyeurs attendent. Ah ouais. Et Les Convoyeurs attendent. Est-ce qu'on pourrait jouer, s'il vous plaît? Très beau film. Attention. Il faut pas les manger, là. Ils sont tarés tous les deux. Ils sont excités comme des puces. D'après un sondage paru dans le magazine Science et Avenir, quel pays est champion du monde du lavage de mains après avoir été aux toilettes? C'est pas la France. La Chine, Pas la France. l'Arabie Saoudite, le Canada ou la France? Je vais vous dire, c'est forcément l'Arabie Saoudite parce que les Arabes sont très, très, très propres. C'est très malin. Bah oui. Et puis dans les chiottes, ils ont des petits robinets. Ah bah non, ils ont des bouteilles d'eau. J'ai vécu en terre d'islam, je peux te dire, ça se lave les mains toute la journée. Tradition de l'ablution. L'ablution est quand même fondatrice de la piété. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire de la politique? Dès qu'on parle des Arabes, ça l'énerve. Ah non, mais il a de l'urticaire. On est propre, monsieur. Dès qu'on dit qu'ils sont propres, ça l'énerve. Bon, ils sont sales. Non, Allez. mais en fait, c'est les médias français qui nous font croire qu'ils sont Non, propres. Alors non. en fait. Attention. Cette semaine, l'édition Corée du Nord du Petit Futé vient de sortir. Qu'apprend-on sur le tourisme là-bas? Il est interdit de sourire dans les transports en commun. Il est interdit de marcher du pied gauche sur les dalles rouges des bâtiments administratifs. Il est interdit de photographier les statues de dos. Il est interdit de respirer en présence du portrait de Kim Jong-un. Alors là, ça marche à nouveau, sans doute parce que j'ai protesté. Alors, tu réponds. Donc la production, maintenant, voilà, me fait... Allez, Là, le réponds. problème, c'est que je vais répondre au hasard. Au hasard. Au hasard. Je vais trouver ça. Le truc est interdit. De marcher sur les dalles rouges, les bâtiments administratifs, c'est complètement con. De photographier les statues de... Bravo Pierre, bravo. Vous avez pris un quart d'heure pour... Je vais vous dire la meilleure. Il est interdit de plier un journal sur lequel il y a la photo du leader.
Ah ouais. D'après une récente étude américaine, relayée dans Le Parisien, qui est responsable de la majorité des chutes chez les personnes âgées? Les escaliers de Ardisson. Leurs proches, leur télévision, leur chien ou le sexe. C'est leur proche ou leur chien, mais je vais dire leur chien. Tu dis leur chien, tu as raison. Tu vas faire piquer de nombreux chiens à cause de toi. Il est conseillé aux vieilles personnes d'avoir des petits chiens. Pour quelle raison Mourad Boudjelal, le président du Racing Club de Toulon, il est super, lui. a-t-il été interdit de stade? C'est un génie. Il s'est battu génie. avec l'un de ses joueurs. Il a craché sur le terrain. Il a insulté l'arbitre. Ou il serrait trop les dents lors des matchs et il s'est fracturé la mâchoire. Bon, soit il s'est battu avec un de ses joueurs, soit il a insulté l'arbitre. Je pense plutôt qu'il a insulté l'arbitre. Il a insulté l'arbitre. Il a craché. Il a craché. Non. Il s'est battu avec un de ses joueurs? Non. Il serrait les dents. Non, mais t'as de la fierté, toi. Il serrait tellement les dents qu'il s'est brisé la mâchoire. C'est-à-dire qu'à un moment, son toubib lui a dit, écoute, je suis désolé. D'accord, mais il n'a pas été interdit par la Ligue. Il a été interdit par le médecin. Par la faculté. La question est mal posée. Là, c'est de la manipulation de chroniqueurs. Tout à fait. Non, mais tu aurais dû dire bruxisme, mais là, on aurait... Tout à fait. Attention. Aux États-Unis, qui a réussi à faire une Américaine en 9 minutes. Un créneau avec son 4x4, avaler 100 Big Mac, accoucher de sextuplés ou réciter 9 fois l'alphabet à l'envers sans se tromper. Les sextuplés. Ouais. Merci. Merci. En 9 minutes. En 9 minutes. 6 enfants en 9 minutes. Est-ce qu'on peut avoir le score, s'il vous plaît? C'est Pierre qui mène. Mais est-ce que Pierre accepte de remettre son titre en jeu? Bah allez, je le remets en jeu. Super banco. Allons-y. Allons-y. Qui est cette personne? Un être généré par une intelligence artificielle, Conchita Wurst, Justin Bieber ou le cousin de Natacha Polony? Justin Bieber. Non. Vegas. Conchita Wurst. Ouais. Oh là là. Ah, le mec remet son titre en jeu. C'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi 19h et d'ici là, bonne semaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.